Et quand on rentre dans la maison, c'est un film. C'est vraiment un film, quoi. Il y a, les vitres, elles sont brisées. Je demande ce qui se passe et la famille m'explique qu'en fait, leur maison, a été, alors tout simplement, transformée en site, de base pour les snipers israéliens. Je dis: «C'est quoi cette histoire, en fait?» Bah, ils m'expliquent que des snipers israéliens sont entrés dans leur maison, voilà. Eux, quand ça s'est produit, ils sont sortis de la maison parce qu'ils étaient tétanisés et ils ont commencé en fait à en faire une base militaire à Sniper. Arrive le 7 octobre 2023 et là, tu es en Israël et c'est à partir de là que tu te mets vraiment à couvrir le terrain, à la fois en Israël, à la fois en Cisjordanie. Qu'est-ce qui t'a poussé? Bah, ça s'est fait un petit peu par hasard, c'est vrai que moi, pour vous expliquer un petit peu mon background, donc je sortais à peine d'école, quand j'ai commencé à couvrir la région, quoi. Donc le 7 octobre 2023, je sortais vraiment, d'école. Mais avant cela, j'avais commencé déjà à faire des allers-retours. Donc j'avais commencé dès que j'avais des petits jours de congé, style 1 ou 2 semaines et bah, je prenais un billet, pour vous expliquer, moi j'étais, étudiante alternante, donc je travaillais, à France Télévisions pour les journaux télévisés au service Ouais. économie pendant 2 ans et dès que j'avais des petits jours de congé, en fait, je prenais un billet pour Tel Aviv et j'allais un petit peu tâter le terrain parce que, voilà, par curiosité, c'est vrai qu'on a grandi en fait avec, ce qui se passe, pour les Palestiniens. On nous l'a pas vraiment expliqué à l'école, on n'a pas eu de cours d'histoire à ce sujet. C'est vrai que c'était un petit peu, c'est quelque chose de très occulté en fait, ce que vivent les Palestiniens. On savait que c'était très difficile pour eux, qu'ils mouraient et cetera, mais on n'avait pas forcément de cours là-dessus. On pouvait s'informer sur internet et cetera, mais voilà, sans vraiment savoir qui dit vrai, qui dit faux et en fait, voilà, quand je suis devenue journaliste, je me suis dit que c'était le moment d'aller voir, de moi-même, ce qui se passe sur le terrain, voir si c'est vrai que les Israéliens sont, des assassins comme on peut le lire, parfois, si c'est vrai que les Palestiniens, en fait, meurent, sont assassinés et donc c'est comme ça que ça s'est fait. Donc à partir de juin 2023, j'ai commencé à faire des allers-retours. J'ai commencé par la partie, disons, un peu plus, safe, un peu plus, facile, donc la partie israélienne, donc Tel Ouais. Aviv, et Jérusalem et j'ai commencé aussi à aller un petit peu, en Cisjordanie par la suite, donc des villes, plus faciles comme Bethléem, par exemple, Jéricho, où, il y a pas vraiment d'incursion de l'armée israélienne. En tout cas, elles sont beaucoup plus minime comparé à ce qu'on peut voir à Jénine, Toul-Karem, Naplouse, par exemple. Donc voilà, Ouais. j'y suis allée, on va dire, petit à petit, en prenant mon temps de bien observer, de bien écouter. Donc voilà, l'idée, c'était d'abord d'apprendre sur le terrain et d'écouter surtout. OK. Donc tu es donc tu es un peu, voilà, allé par intérêt personnel. Tu disais qu'il y avait pas de cours, donc tu étais en école de journalisme. Il y avait pas de cours sur, ce qui se passe en Palestine. Pourquoi selon toi on n'en parlait pas? Genre, c'était pas un sujet important? Alors quand je dis: «Il y avait pas de cours», c'est depuis qu'on est petit, en fait, depuis qu'on est minot, Ouais. on entend parler de ce qui se passe là-bas, mais au collège, par exemple, on nous l'a jamais appris, ni au lycée, donc Mmh. je savais pas trop, moi. C'est vrai que c'était plutôt, bah, des amis, par exemple, des amis du collège qui me disaient: «Oui, c'est horrible ce qui s'est passé durant la Shoah, mais aujourd'hui, en fait, il se passe la même chose pour les Palestiniens», Ouais. donc on savait pas trop, on en entendait parler, puis dans les journaux télévisés, à la télé, on voyait pas ça, voilà et puis internet est arrivé quand même très tard. Enfin moi j'ai eu internet, je crois en 4e ou en 3e donc on lisait un petit peu mais bon, faut dire qu'aussi à cet âge-là, on n'aime pas forcément trop lire, on passe pas forcément beaucoup de temps au CDI, on aime bien rigoler dans la cour de récréation donc on entendait Ouais. parler de ces choses-là, sans vraiment savoir exactement, bah, pourquoi en fait, quelle est la source en fait du problème? Comment ça a commencé? Ce qui se passe concrètement? Donc après effectivement en école de journalisme, on nous apprend, ça dure 2 ans donc c'est très rapide en fait. On nous apprend hem, les codes que veulent en fait les rédactions.
Et en fait, voilà, après, on n'a pas de cours d'histoire. On nous apprend à écrire une chronique, on nous apprend à comment se tenir si on fait de la télé, comment Ouais. écrire un papier, comment des sources, quoi, vraiment les bases du métier. Et après, en fait, tout le reste, c'est nous qui allons le faire sur le tard, en fait, en étant journaliste sur le terrain. Voilà, ça c'est après, effectivement, euh, c'est de l'apprentissage de terrain, quoi. Et ça, on peut pas l'apprendre en école. Et tu On peut pas penses, tout apprendre. pardon, tu penses, est-ce que autour de toi, dans ton école de journalisme, tu voyais peut-être au niveau des étudiants et des étudiantes qui étaient avec toi, est-ce que tu voyais, est-ce qu'il y avait quand même un intérêt pour ce sujet ou là, tu te sentais un peu seul là-dedans les gens Bah, voulaient comme il y avait s'intéresser à ça, pas quoi. forcément. Non, il y avait pas forcément plus d'intérêt que ça. On était bien avant le 7 octobre 2023, donc Ouais. voilà, il y avait pas, on n'en parlait pas trop. On parlait surtout de l'Ukraine, en fait. De ce qui se passait en Ukraine, l'attaque russe. Donc voilà, il y avait pas, on parlait pas beaucoup de ça. Mais moi, j'avais gardé quand même cette idée qu'un jour, j'aimerais aller là-bas et voir ce qui se passait, quoi. Moi, je lisais beaucoup les papiers de Samuel Fauré, qui travaille au Monde. Ouais. Je lisais aussi les papiers de Nicolas Rouget pour Libération. Donc voilà. Mais c'est vrai que, bon, voilà, à l'école, on n'en parlait pas plus que ça, hein. Ok. Et donc, bon, malgré ça, voilà, tu y allais plusieurs fois avant le 7 octobre 2023. Est-ce que ça a été compliqué pour toi de t'y rendre et d'aller observer sur place? Alors Ou ça non, allait? quand j'y suis allée la première fois, donc en juin 2023, ça s'était très bien passé. Je suis passée comme une lettre à la poste. Voilà, je suis allée voir une amie à l'époque. En fait, pour tout vous dire, j'avais une amie qui avait décroché un contrat de travail là-bas. Elle est journaliste aussi. Et donc, voilà, la première fois, l'idée, c'était d'aller voir mon amie et en même temps de voir ce qui se passait, quoi. Donc, en douceur, tranquillement. J'avais pas eu de soucis de ce côté-là et en fait, j'ai été, la troisième fois quand j'y suis allée, donc en septembre 2023, là, par contre, j'ai été, on va dire, interpellée par les autorités qui m'ont demandé pourquoi est-ce que je revenais, pourquoi est-ce que je revenais autant? Donc c'est là où on va Ok. dire, j'ai commencé un petit peu Ouais. à voilà, à passer des interrogatoires et cetera. C'est un peu la logique, le système en fait, qui gangrène au sein de la société israélienne. Quand même, ils surveillent énormément. Et donc, voilà, en fait, les 2 premières fois, j'y suis allée, voilà, on me disait: «Bienvenue» et cetera et la troisième fois, bam, non, en fait, pourquoi est-ce que tu reviens, quoi? Qu'est-ce que tu viens chercher ici? Et pourquoi, selon toi, ça s'est passé comme ça? Est-ce que parce qu'ils t'avaient déjà dans le viseur avant que tu reviennes et ils se sont rendus compte que tu étais journaliste ou je sais pas à quel point la surveillance, elle peut être, elle peut être grande ou pas, hein, mais est-ce que c'est Bah, juste tout parce qu'ils t'avaient déjà vu simplement, plusieurs fois et bref. Pardon, vas-y. ouais, il me semble qu'à partir, non, non, je t'en prie, en fait, à partir de la troisième fois, quand on revient, c'est qu'on revient forcément chercher quelque chose, Ouais, pour eux, en tout cas dans leur esprit. J'imagine que ça doit être ça et puis aussi, il faut voir mon nom, donc je m'appelle Khadija Toufik, donc j'ai un prénom, un nom d'arabe. Donc de facto, une personne qui vient probablement voir des Palestiniens, quoi, voir des Palestiniens et ça, je pense que c'est ce qu'ils doivent se dire. Je Ils arrêtent, en priorité effectivement des personnes, voilà, plutôt maghrébines, plutôt arabes, heu, donc voilà, c'est vrai que j'ai pu discuter avec des personnes blanches qui sont allées plusieurs fois avant le 7 octobre et par exemple, il y en a qui m'ont dit, non, moi j'ai jamais été en fait, j'ai jamais eu de problème, quoi. J'ai jamais été arrêtée par les autorités, j'ai jamais passé d'interrogatoire, donc voilà, j'imagine que ça doit être à cause en tout cas, c'est dû à un nom et prénom, donc à mes origines ouais. et sinon après voilà, j'avais pu quand même accéder ensuite ils m'ont donné un visa de 3 mois et puis j'ai pu continuer à y aller, quoi. Et donc ce visa de 3 mois, tu l'as eu en septembre 2023. Donc Ouais, c'est ça. quand tu arrivé le 7 octobre, toi, tu étais déjà sur place? Voilà, voilà, exactement, en fait, OK. et ce qui est assez
assez dingue, c'est que en fait, moi, j'avais prévu de quitter le territoire le 7 octobre. J'avais un vol à OK. 19h ou à 20h, je crois. Je devais rentrer en France et en fait, bah, je suis restée. Je suis restée pour justement, bah, couvrir, ce qui allait être en fait aujourd'hui un événement, de dingue quoi, un gros truc historique, une date, importante mais peut-être qu'on va en discuter, mais une date aussi voilà qui peut-être occulte les dates précédentes, historiques également et importantes, dans l'histoire, de ce qui se passe en Palestine. Oui, complètement, complètement. D'ailleurs, un peu avant que tu arrives, on en parlait parce que je lisais un peu, j'avais commencé à lire quelques articles, notamment sur, les dernières déclarations de Netanyahou dont on va parler. Et justement, alors tu vas peut-être pas l'entendre parce que j'ai pas fait les réglages pour, mais je vais juste montrer aux gens pour introduire peut-être un peu la discussion, parce que tu parlais de ça. Donc justement, le 7 octobre, 2023, donc tu es, à Tel Aviv, c'est ça? Si je me rappelle bien? Ouais, OK. Tu es à Tel Aviv et exactement. donc Ouais, l le 7 octobre 2023, j'ai retrouvé une vidéo du coup où tu es en duplex, à TV5 Monde, à l'aéroport, Ben Gourion, et juste ça dure 1 minute, on va la regarder comme ça après on va pouvoir, rediscuter de ça, si ça te va. Alors tu risques de pas la voir pendant 1 minute, mais je vais quand même la montrer, aux Khadija, gens, quoi. quelle est l'atmosphère ce soir? Quel est le sentiment général à Tel Aviv? Alors ce soir, effectivement, les habitants sont extrêmement stressés, très inquiets par cette situation parce que finalement, ça a été une très mauvaise surprise ce matin lorsqu'ils ont entendu les sirènes. Personne s'y attendait. Et aujourd'hui, effectivement, quand on discute avec les habitants, ils ne savent absolument rien de ce qui peut se produire par la suite, mais effectivement très inquiet. Pourquoi? Parce que ça fait très longtemps finalement qu'il n'y a pas eu de telles violences, et puis cet effet de surprise aussi notamment, et puis cette prise d'otage des soldats israéliens qui ont été kidnappés, des civils également israéliens. Donc effectivement, l'angoisse et puis le stress se fait ressentir ici à Tel Aviv, même si la capitale pour l'instant n'a pas été touchée. Donc Merci beaucoup, Radija Toufik, voilà, en pardon, direct. voilà, j'ai mis la fin de la vidéo. Bon, désolé pendant, pendant 1 minute, je t'ai laissé un peu dans le vague, pardon, mais on regardait du coup, ton intervention sur TV5 Monde, le soir du 7 octobre 2023. Hem, toi, quand ça arrive, donc tu devais prendre un train, le soir, donc j'imagine que un peu quand tu es en duplex, sur TV5 Monde, bah, c'est que toi-même tu devais prendre l'avion pour rentrer. Qu'est-ce qui se passe, vraiment à ce moment-là, autour de toi? Et toi, qu'est-ce que tu te dis justement, pour la suite? Enfin, j'imagine que tu te dis que tu vas peut-être pas pouvoir rentrer tout de suite. Enfin, est-ce que tu as pu rentrer quand même, prendre un avion, ou tu es resté sur place? Qu'est-ce qui s'est passé, En fait, à ce moment-là? ce qui bah, alors ce qui se passe, c'est que le 7 octobre, au petit matin, je suis, réveillée par, des sirènes d'alerte et en fait, je sais pas pourquoi, mais je me dis que c'est rien, en fait. Je suis pas étonnée, ni choquée, ni surprise ou quoi que ce soit. Je me dis que c'est rien, je suis crevée, en fait et je continue à dormir Ouais. et en fait, je vois que ça recommence et de plus belle. Et donc je commence à regarder, j'essaie de voir ce qui se passe par la fenêtre et cetera et j'entends qu'il y a du mouvement, en fait, dans les couloirs de l'hôtel où je dors et donc j'ouvre la porte et je demande ce qui se passe et ils me disent: «Bah, il y a une attaque du Hamas, il y a la guerre, quoi» et donc j'ouvre mon téléphone, évidemment, ma famille est Mmh. complètement, est complètement, bah, voilà, inquiète et très inquiète, me demande, où Ouais. est-ce que je suis et cetera, donc mes amis et alors moi, l'idée qui me vient en tête directement, c'est d'envoyer un message, au rédacteur en chef de TV5 Monde en lui disant que je suis sur place et s'ils ont besoin de moi, voilà, je peux décrire ce qui se passe actuellement. Et en fait, j'ai pas de nouvelles de ce monsieur, toute la journée donc moi, très rapidement, je fais mes affaires, je fais ma valise et je prends un taxi, pour rentrer, pour aller, en direction de l'avion.
Hem, je suis avec plein de touristes qui viennent de tous horizons et qui sont extrêmement stressés, extrêmement, paniqués. Donc c'est la panique à bord vraiment et donc j'arrive à l'hôtel pardon, j'arrive à l'aéroport. Ouais. Donc le processus, tout à fait, basique, donc je fais peser ma valise, je prends mon billet, je commence à arriver, près de la porte d'embarquement. Je suis prête à embarquer dans l'avion, en fait, je suis prête à y aller et je reçois un coup de fil de Grégoire Degnaud, qui m'appelle et qui me dit, «Oui, merci pour ton message. En fait, on veut bien que tu nous fasses un petit duplex, pour, raconter ce qui se passe à Tel Aviv. Est-ce que tu peux nous faire ça dans 30 minutes? Voilà, merci, à tout à l'heure» et moi, en OK. fait, Ouais. j'ai plus de voix, j'ose même pas dire que là, en fait, je vais prendre l'avion et que je m'en vais, que c'est trop tard, quoi et effectivement, je suis rappelée à mon devoir de profession, mon devoir de journaliste et donc je choisis mon métier au détriment peut-être de la sécurité et malheureusement aussi au détriment des inquiétudes de ma famille. Parce que Ouais. ma mère, elle attend que je rentre, en fait et donc je vais voir les personnes qui travaillent à l'aéroport et je leur dis: «En fait, je vais pas prendre l'avion. Est-ce que vous pouvez me rediriger vers la sortie et je vais devoir rester», en fait. Elles étaient vraiment inquiètes pour moi aussi, ces personnes-là. Elles me disaient: «Mais ça va pas, vous savez que c'est peut-être le dernier vol jusqu'à on ne sait pas, c'est très dangereux ce qui va se passer. On n'a aucune visibilité sur la suite. Donc vous feriez mieux de prendre cet avion». J'ai dit: «Non, je le prendrai pas parce que je suis journaliste et que je vais devoir rester pour raconter ce qui va se passer». Et donc c'est comme ça que j'arrive en fait à faire mon duplex, à l'aéroport et je pense que ça se voit sur mon visage. Je suis paniquée parce que, 1 j'ai jamais fait de duplex et 2 jamais fait de duplex, Ouais, comme ça, quoi. en pleine guerre quoi, comme ça Ouais. avec, d'un coup, des 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 roquettes qui sont envoyées, des sirènes d'alarme. Enfin, c'est très, très quand on sort d'école, c'est quand même assez lourd. J'ai pas eu de formation sur des terrains aussi, des terrains de conflit et des terrains, aussi difficiles. Donc voilà, j'essaie de dire un peu ce que j'ai vu, ce que je vois, ce que je ressens, des personnes, mais et voilà, je suis quand même je suis très anxieuse, quoi. Donc c'est ça, en fait, c'est vraiment, tu décides un peu, donc tu décides de rester. J'imagine qu'effectivement, oui, pour un premier duplex, ça a quand même dû être particulier. Parce qu'en plus le journalisme de guerre, c'est vrai que, alors moi je suis pas allé en école de journalisme, mais j'imagine que oui, effectivement, on doit vous en parler sans forcément, que ce soit, enfin qu'on vous prépare à ça, parce que c'est quand même très particulier. Donc tu décides de rester, tu fais quoi un peu par la suite? Enfin, j'aime bien détailler un petit peu parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui commencent par là aussi. On aura l'occasion après de dérouler un peu plus sur le long terme ce qui s'est passé avant le 7 octobre. Mais ça m'intéresse peut-être, voilà, que tu racontes, une fois que tu décides de rester sur place, comment tu t'organises? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu vois les choses évoluer autour de toi aussi, notamment, bah, dans la soirée du 7 octobre? Heu, c'est quoi l'ambiance en quelque sorte? Et comment ça se passe pour toi Mmh. aussi? Alors moi, de mon côté, c'est vrai que je suis assez effarée et puis, on ne sait pas trop où on se situe à ce moment-là parce que là, pour le coup, on joue quand même sa vie. On se dit qu'on est en train de jouer sa vie et qu'on joue aussi avec les peurs de ses proches. C'est ça qui a été le plus difficile. Je pense que ça a été de gérer aussi les inquiétudes de ma mère, quoi, qui m'envoyait des messages, qui me disait: «Mais ça va pas, tu vas rester là-bas et puis moi tu vas me rendre malade, là c'est pas un métier, c'est être kamikaze» et cetera. Et en fait, je sais que mon devoir m'appelle. En fait, je me vois pas rentrer finalement. C'est fini. Je Ouais. pense que je l'aurais regretté. Donc à ce moment-là, on ne sait pas trop, on est un peu, on est perturbé, on est déboussolé. Moi, je sors donc de l'aéroport, il y a encore une alerte, il y a encore des sirènes qui se déclenchent, donc on se réfugie tous encore à l'aéroport et on se dit: «Ça se trouve, il y a une roquette qui va nous tomber dessus et c'est fini». À quel degré, en fait, Israël arrive quand même à intercepter, des roquettes, intercepter en fait, c'est
ces roquettes, quoi, tout simplement. Donc on ne sait pas puisque le 7 octobre est arrivé. Donc finalement, est-ce qu'il y a des défaillances aussi en termes de sécurité? Alors que quand même, c'est plutôt Israël, c'est plutôt un État qui arrive plutôt à bien se protéger. Il y a le dôme de fer, ils sont très compétents dans tout ce qui est service de renseignement intérieur, les services secrets, ils ont ce qu'il faut, quoi. Donc on s'est dit, mais qu'est-ce se passe-t-il? Et donc à ce moment-là, donc je suis déboussolée, je vais voir des chauffeurs de taxi et je leur demande où est-ce que je devrais aller. Je suis journaliste, est-ce que je vais plutôt à Jérusalem ou est-ce que je reste à Tel Aviv, ou est-ce qu'ils en fait, je sais pas où aller. Et donc ils me disent, «Vaut mieux que tu ailles à Jérusalem, ça peut être intéressant pour toi» et cetera. Donc je fonce à Jérusalem et je reprends en fait, je vais en auberge de jeunesse quoi, quelques jours et Ouais. heureusement j'ai un ami, palestinien de Jérusalem-Est qui me propose en fait, de venir chez sa famille quoi. Parce qu'ils me disent: «On peut pas te laisser comme ça toute seule, donc viens à la maison pour pour un temps, quoi». Et donc c'est ce qui va se passer. Donc je vais être hébergée. À ce moment-là, je me dis que je suis quand même chanceuse et je vais pas rester toute seule et ça va me permettre aussi de voir comment ça se passe au sein d'une famille, palestinienne de Jérusalem-Est, de voir en fait leurs émotions, leurs sentiments et cetera. Et en fait, par la suite, ça va être de plus en plus dur de travailler parce que j'ai pas les codes encore de la pige. Comme je disais, je sors d'école. Ouais. J'essaie de démarcher quelques médias, mais visiblement tous les médias mainstream ont envoyé leur correspondant numéro 1. TV5 Monde, je refais un duplex avec eux et ensuite et bah, plus de nouvelles. Ils me disent qu'en gros, bah, ils ont plus besoin de moi, quoi. Donc je me retrouve un petit peu là, toute seule, dans le désert et je cherche à piger, mais en même temps, je sens que ma santé mentale a pris un coup quand même. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans notre subconscient, dans notre, inconscience. On sait pas trop ce qui se joue, mais c'est vrai que, je dors pas très bien la nuit, je commence à faire des cauchemars, j'ai l'impression que je vais mourir. Effectivement, il y a plus vraiment de vol pour entrer en France. Ma mère est dans un état dramatique. Heu, on n'est pas préparé à tout ça et en fait, avant d'être journaliste, on se rend compte qu'il y a quand même le côté humain qui prend le dessus, ce qui est normal, Bien sûr. les émotions et en fait, je me dis: «Mais, dans quel bourbier je me suis mise, quoi?» J'ai du mal à piger. Ce qui est intéressant, c'est que je suis avec cette famille et que je peux discuter avec elle et que je peux les écouter et je peux voir, en fait, un petit peu comment ça se passe. Par exemple, il y avait, des 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 sœurs justement, enfin des filles qui habitaient là-bas et de temps en temps, il y en avait une qui disait: «Bah, aujourd'hui, j'ai pas pu travailler correctement parce que j'ai failli me faire frapper par, une Israélienne parce que je porte le voile et elle m'a accusée d'être, du Hamas alors que pas du tout. Donc je voyais que ça se dégradait partout autour de moi. La santé mentale se dégrade, de partout et donc ça me touche énormément et moi je suis quelqu'un qui absorbe beaucoup les émotions et donc ça commence à se compliquer pour moi à ce moment-là. OK. Donc alors j'avais vu qu'effectivement tu as publié, un article, alors si je me trompe pas, tu as publié, un article, enfin je dis un article, oui, tu donc je vois le 8 octobre 2023, il y a une publication de ta part, dans TV5 Monde, mais je pense que c'est le duplex dont tu parlais. Donc en quelque sorte, tu arrives pas forcément à publier, mais tu restes, tu qu'est-ce que tu fais à ce moment-là, au-delà d'essayer de proposer des piges, ce qui marche, plus ou moins? Est-ce que tu as quand même réussi à proposer des sujets? Combien de temps tu es resté, avant de rentrer? Et comment tu Alors documenté malgré tout, malgré ce côté il y a le côté humain qui prend le dessus, comment tu es arrivé à rester journaliste et à essayer de documenter ce qui se passait, d'une manière ou d'une autre? alors à ce moment-là, effectivement, moi j'ai pas du tout les billes. Je me rends compte que je suis complètement, lésée quoi. Ouais. Je continue à démarcher un petit peu les médias, mais c'est tout le temps non, quoi. On a déjà ce qu'il faut et moi, je me sens de moins en moins légitime à documenter. Hem, je suis à Jérusalem à ce moment-là, donc Jérusalem, c'est quand même la ville qui est plutôt bien protégée. C'est la ville, l'une des villes les plus safe, on va dire, du territoire. Donc effectivement, de temps en temps, on a encore des sirènes d'alerte, parce qu'il y a des roquettes qui arrivent, mais au final, le dôme de fer fait plutôt bien son
travail les intercepte, donc il y a pas vraiment en fait, il se passe pas grand-chose à Jérusalem. Je vais dans la rue, c'est plutôt calme, les gens sont plutôt posés bizarrement. Les gens sont très, très calmes dans les rues. C'est le silence complet en fait. Il y a un silence assourdissant qui, moi, m'angoissait terriblement. Plus c'est silencieux, plus ça laisse un mauvais présage. Donc, et puis, non, en fait, je me rends compte que Jérusalem, il se passe pas grand-chose. Donc, ce que je fais, c'est que je continue à discuter avec les personnes. Donc, je continue à discuter avec des Palestiniens, avec des Israéliens à Jérusalem, pour avoir un peu leur retour de ce qu'ils pensent. Donc, je suis tombée par exemple sur des Israéliens, des anciens soldats qui me disaient, moi, il est hors de question qu'on vienne me demander d'aller sur le terrain. Je commence à en avoir ras-le-bol de ces histoires. J'ai pensé à ma vie, je crois que je vais me barrer d'ici. Et puis à un moment donné, stop. Il y a des Israéliens qui m'ont dit, oui, non, mais si, le 7 octobre, c'était sûr qu'ils savaient, j'ai été dans l'armée, donc je sais comment ça se passe. Donc voilà, j'ai essayé d'un petit peu d'avoir des discussions intéressantes, de savoir un peu ce que ressentaient les personnes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les Palestiniens de Jérusalem qui sont tétanisés et qui ne parlent pas, qui ne veulent pas être publiés, qui ne veulent pas qu'on mette leur nom, qui ont très très peur à ce moment-là. Donc c'est très compliqué de faire des reportages. Les Israéliens, certains sont plutôt bavards, mais pareil, se demandent s'il vaut mieux mettre leur nom. Donc c'est compliqué. Et en fait, on se rend compte qu'on n'est pas sur peut-être pas au bon endroit parce que finalement, ça se complique énormément en Cisjordanie occupée. Et bien évidemment, le lieu où il faut être finalement, c'est Gaza. Et Gaza est fermé à ce moment-là. Donc voilà. Et la Cisjordanie occupée, ça a été compliqué pour moi de m'y rendre à ce moment-là parce que le père de famille qui m'hébergeait était très inquiet pour moi et m'a demandé de ne pas y aller, en fait, tout simplement, de rester ici à la maison. Et en fait, plus les jours passaient, plus on voyait les massacres se multiplier à Gaza et plus ce père de famille me demandait de ne plus sortir finalement. Il me disait, si tu vas quelque part, je veux que tu me donnes le nom, l'adresse voilà, de la personne que tu vas voir. Je veux que tu me donnes une heure, en fait, de savoir à quelle heure tu vas rentrer. Donc voilà, donc ça a été très compliqué en fait de travailler dans ces conditions-là. Et ce statut de journaliste finalement ne suffisait plus à justifier peut-être mes sorties à l'extérieur. Ok. Et donc t'es resté à Jérusalem jusqu'à quand? Ouais. Oui, je suis restée à Jérusalem je pense que je suis restée un mois de plus. Je suis rentrée en novembre 2023. Parce que j'avais estimé que ma santé mentale, en fait, ne me permettait plus de continuer, à ce rythme-là. Je voyais que je tournais en rond. Je pense que j'avais fait un peu le tour de ce qui se passait à Jérusalem. Heu, J'arrivais plus à être mobile. La famille palestinienne malheureusement et ça se comprend, était, très inquiète pour moi. Elle refusait, en fait, de me laisser aller quelque part et si je leur disais: «Ah non mais j'ai envie juste d'aller à Ramallah», «Mais c'est pas possible, non, non, tu vas pas à Ramallah». Encore moins à Jénine, mais ça on en parlera après par rapport à Jénine, Ouais. donc une ville qui est quand même, où il y a beaucoup de violence. Donc voilà, en fait, je me rends compte que je fais le tour. Il commence à y avoir des vols pour rentrer en France et ma mère me demande de revenir et estime elle aussi que ça suffit, quoi. Là, il faut que tu rentres, il faut que tu te poses, si tu as envie d'y retourner, on en reparlera, elle me dit, mais il va Mmh. falloir quand même que tu te formes à ces terrains-là et il va falloir, voilà, réfléchir à toutes ces questions pour repartir en étant mieux armée, psychologiquement, en étant, plus sereine, plus sûre de moi et en ayant peut-être, plus de chance avec les médias, quoi, en espérant avoir, cette chance de piger, quoi. Donc je rentre, en novembre 2023. Ok. Donc tu rentres en novembre 2023. Pendant les mois qui suivent, comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu décides justement de te former davantage? Est-ce que tu te dis plutôt: «Je vais attendre de voir, est-ce que j'y retourne ou pas?» ou est-ce que tu as déjà envie, peut-être, d'y retourner? Et surtout, comment tu gardes le lien avec
tes contacts sur place, avec peut-être les journalistes que tu connais à la fois en Cisjordanie, en Israël et à Gaza. Et quel travail tu mènes de ton côté en France pour continuer à suivre le sujet, quoi? Bah, de mon côté, je prends évidemment des nouvelles de la famille qui a eu la gentillesse de m'accueillir chez elle. Ouais, À ce moment-là, je connais pas justement, à ce moment-là, je connais pas les journalistes palestiniens, je connais pas les journalistes même français sur le terrain, je les ai pas rencontrés parce que moi, quand je venais, j'avais pas envie, heu, d'avoir leur vision peut-être de ce qui se passe sur le terrain ou qu'on m'explique des choses et cetera. J'avais vraiment envie de découvrir, le terrain par moi-même, découvrir des personnes toute seule, en fait. Donc j'avais pas du tout envie d'aller à la rencontre de journalistes français. Mais les journalistes palestiniens, j'ai pas pu non plus, en fait, les rencontrer parce que j'étais restée à Ramallah, avant le 7 octobre. J'étais restée, il me semble, une dizaine de jours et j'avais pas eu le temps, en fait, je m'en rends compte, je vais m'en rendre compte, mais bien après que Ramallah, c'est peut-être pas aussi la ville où il faut être quand on est journaliste, si on veut documenter vraiment les violences faites, aux Palestiniens. Donc en fait, Ramallah, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt une ville, assez tranquille finalement, où quand même, bon, les Palestiniens souffrent parce qu'ils sont victimes donc de l'apartheid, ils peuvent pas circuler librement, ils peuvent pas aller à Jérusalem et cetera. Mais c'est plutôt, disons, la ville un peu bobo, des Palestiniens, quoi. Il y a pas vraiment, il y a pas d'incursion de l'armée israélienne, c'est pas là où est le danger imminent, on va dire. Voilà, les gens font plutôt leur vie. Donc moi, j'avais rencontré, disons, des civils, voilà, on avait discuté, mais j'avais pas encore rencontré des journalistes palestiniens. Donc moi, quand je rentre à Paris, en novembre 2023, je continue à échanger avec donc la famille qui est à Jérusalem-Est. Je continue aussi à échanger avec des Israéliens qui m'expliquent un peu bah, ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent, etc. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, donc des Israéliens qui refusaient de revenir dans l'armée, qui me disaient voilà, moi, ça n'a pas changé de ce côté-là. Et dont certains, justement, étaient très inquiets de ce qui allait se continuer à avoir les crimes qui allaient se multiplier encore à Gaza, des Israéliens qui me disaient, euh, en fait, dès le départ, on a compris, nous, que tout ça, c'est du pipeau et que, en fait, Israël va vouloir annexer la bande de Gaza. Donc ça a été dit dès le départ par des Israéliens qui ont des anciens soldats, des anciens militaires. Donc voilà, j'essaie de prendre un petit peu des nouvelles de chacun et chacune. Et d'un autre côté, je me suis dit: «Bah, il va falloir trouver quelque chose, une formation peut-être en terrain de guerre, pour me donner un peu justement un peu ce côté, booster, un côté, où je serais plus sûre de moi». Et donc j'ai fait, une formation avec le SNEC. Donc le SNEC, c'est en lien en fait avec l'armée française, c'est dédié aux journalistes, qui vont sur des terrains périlleux. Et ils nous forment pendant une semaine au journalisme de guerre avec justement, des mises en situation, des mises en scène, des simulations qui sont quand même assez, assez parfois violentes. Donc voilà, je pense que c'est ce qu'il me fallait. Donc j'ai suivi cette formation pendant une semaine, donc j'étais déjà un peu plus sereine. Je pouvais le mettre sur mon CV aussi pour le faire valoir auprès des médias. Voilà, moi j'ai fait ma formation au SNEC, donc tout va bien, hein. Je suis formée au terrain de guerre. Et hem et puis après, voilà, aussi peut-être j'ai eu des quelques rendez-vous quand même chez le psy pour parler, Ouais, de ce qui s'était passé durant ces mois-là, puis ce qui se passe aussi à Gaza qui a co ça on voyait que ça prenait vraiment des proportions énormes. Et c'est vrai que psychologiquement, en fait, voilà, on n'est pas très bien, donc on va chez le psy, et on se prépare à y retourner, quoi. OK. Et justement, donc tu fais toute cette préparation, pour y retourner. Tu parlais tout à l'heure que, Ramallah, c'était pas forcément la ville où il fallait aller. J'imagine que pour toi, la ville où il fallait aller, c'est Jénine. Est-ce que tu décides, du coup, que pour ton prochain, «voyage», entre guillemets, c'est là que tu vas aller et quand est-ce que tu décides d'y aller justement? De retourner là-bas?
Donc effectivement, cette préparation, physique, psychologique, me fait dire que, bah, par la suite, oui, il va falloir aller vraiment dans des villes où c'est quand même beaucoup plus dangereux, de ce qu'on peut lire en tout cas dans la presse. Évidemment, Jénine, on garde toujours en nous, hein, les journalistes et même probablement d'autres personnes, on garde cette image de Chirine Abou Akleh qui se fait prendre une balle dans la tête, donc c'est quand même très violent. On sait quand même peut-être à quoi s'attendre sur le terrain et moi cette image, elle me hante, de cette vidéo où on voit Chirine Abou Akleh, tomber, en pleine face et ne plus avoir de visage, le visage ensanglanté. Donc ça même aujourd'hui, ces images, elles me hantent, terriblement et donc Juste pour voilà, mais préciser, j'ai quand pardon. même Pardon, juste pour préciser, ce dont ouais. tu parles, ça s'est passé en mai 2022, hein, il me semble. Donc, Shirin Abu Akleh, qui était journaliste pour Al Jazeera, je crois, qui a été du coup tuée Mmh. par l'armée israélienne à Jenin en mai 2022. Alors, tuée par l'armée, enfin, nous on le Mmh. sait, Exactement. ça n'a pas été, enfin, en tout cas, il n'y a pas eu, il y a eu une enquête qui a été assez vite bâclée, et en tout cas, il n'y a pas eu de condamnation forcément derrière. En tout cas, ça a annoncé aussi ce qui pouvait se passer par la suite. Je précise juste un peu pour recontextualiser, pardon, tu peux Mmh. reprendre. Et oui, qu'une Oui, journaliste, effectivement, là, il y a journaliste pas eu palestinienne, forcément oui. de condamnation, mais ouais, exactement, mais ils avaient identifié quand même, le sniper israélien Mm. qui l'a assassiné. Donc voilà, ils savaient qui c'était, on sait qui c'est, mais bon, il n'y a pas eu de suite forcément. Ouais. Donc voilà, justement, bah, ce contexte-là, évidemment, c'est hyper, traumatisant, c'est hyper, voilà, c'est très anxiogène, mais il faut y aller parce qu'on a envie de voir ce qui se passe. Moi, comme je disais en amont, j'ai beaucoup fait donc côté israélien. J'étais quand même restée beaucoup de semaines à Tel Aviv. Voilà, j'ai commencé en disons par le plus simple entre guillemets, le plus safe. Donc observer la société israélienne, discuter avec des Israéliens, etc. C'est ce qui est très important aussi dans notre métier, hein, de voir ce qui se passe des deux côtés. Mais là, effectivement, voilà, il était temps peut-être aussi pour moi d'aller voir ce qui se passe du côté des Palestiniens, mais à la dure, disons, hein, de ce qu'on peut lire, de ce qu'on peut voir. Et donc, j'avais pris un petit logement pour quelques nuits à Ramallah et ensuite j'avais contacté un fixeur palestinien qui m'a dit, c'était donc en mai 2024, donc j'y suis retournée en mai 2024 et effectivement, il me disait: «Voilà, dès qu'il y a une incursion de l'armée israélienne, je te contacte et comme ça, bah, tu verras comment ça se passe». Donc il m'avait proposé de commencer, en douceur, c'est-à-dire entrer, par exemple, dans le camp de réfugiés parce que ce sont les camps de réfugiés, hein, à Jenin et ailleurs d'ailleurs, qui sont soumis vraiment aux incursions de l'armée israélienne parce que l'armée israélienne dit que voilà, là, dans ces camps, on a du Hamas, on a du djihad islamique et cetera. Mais en fait, quand on va sur le terrain, ce sont des civils, des enfants, qui sont pris à partie, qui sont, tués, et donc voilà, moi, c'est ce que j'ai constaté sur le terrain, et donc voilà, il me propose de commencer en douceur, mon ami, fixeur et il me dit: «Écoute, dès qu'il y a l'armée qui se retire, on y va». Donc voilà, effectivement, bah, on n'a pas attendu très longtemps, Ouais. donc un jour, voilà, l'armée israélienne, c'était, en mai 2024. J'ai fait d'ailleurs un papier à ce sujet pour Orient 21 que vous pouvez retrouver, qui s'appelle, «À Jenin, une famille endeuillée», il me semble. Donc mai 2024, on y va, donc l'armée s'est retirée et donc je vais dans le camp de réfugiés de Jenin pour voir ce qui s'est passé. Et effectivement, le camp de réfugiés est dans un état pitoyable, un état désastreux, un état vraiment, j'avais jamais vu ça de ma vie, c'est la première fois. Je me souviens que ce qui me tétanise à ce moment-là et ce qui me choque, c'est ces flaques de sang par terre. C'est-à-dire que j'avais jamais vu de ma vie autant de sang. Il y a du sang partout, il y a des enfants partout. Hem, donc je vais à la rencontre d'une famille palestinienne qui a perdu un de leurs membres et tout de suite, je vois plein d'enfants, des filles. Donc ces filles, elles ont 10 ans. La plus grande avait 10 ans, la plus petite avait 7 ans. Elles ont le regard, il y a beaucoup de résilience dans leur regard, beaucoup de force. Moi je suis en état de choc, en fait. Je suis effarée, effarée de voir, puis il y a la grosse flaque de sang de leur père juste en face de chez elles, quoi.
Et quand on rentre dans la maison, c'est un film. C'est vraiment un film, quoi. Il y a, les vitres, elles sont brisées. Il y a on voit qu'il y a eu comment on appelle ça? Vous savez, des balles, ah, j'ai oublié le mot. Enfin, on voit qu'il y a eu il y a des débris, en fait, au niveau des fenêtres, il y a des débris de partout et il y a les vitres, voilà, elles sont perforées par les balles. Je cherchais le mot, excusez-moi. Ok, pas de Donc les souci. vitres sont perforées par les balles. Donc je demande ce qui se passe et la famille m'explique qu'en fait leur maison a été tout simplement transformée en site de base pour les snipers israéliens. Je dis c'est quoi cette histoire en fait? Bah, il m'explique que des snipers israéliens sont entrés dans leur maison, voilà. Eux, quand ça s'est produit, ils sont sortis de la maison parce qu'ils étaient tétanisés et ils ont commencé en fait à en faire une base militaire à sniper. Donc c'est pour ça il y avait en fait ces vitres perforées par les balles. Et donc je demande, je dis, donc concrètement, c'est pourquoi enfin, ils ont pris votre maison pour en faire une base militaire, c'est un peu étrange, quoi. Enfin, de rentrer chez des personnes, tout de suite, évidemment, nous, notre vision occidentale, j'ai quand même cette chance, voilà, moi je suis née en France, j'ai grandi en France, j'ai jamais vu ça. Enfin, j'essaie de me faire le film il y a des militaires qui rentrent chez moi pour en faire une base. C'est assez étrange, je me dis, c'est quand même dingue. Et tout ça sous le regard des enfants. Donc ça, c'est quelque chose voilà, c'est quelque chose qui me traumatise en fait. Ces enfants-là Ah, qui j'imagine. sont justement, qui voient tout ça et tout ça dans le plus grand des silences. C'est là où on se dit, mais il y a quand même un fossé entre, justement, ce qui se passe sur le terrain et ce qu'on peut voir ou ce qui se dit dans les médias mainstream et en France, quoi. Enfin, les gars, il faut se réveiller, il se passe des dingueries finalement ici. Et donc voilà, ça c'est ma première rencontre avec le camp de réfugiés de Jenin et c'est assez traumatisant, quoi. C'est traumatisant, tout simplement. Donc je Ouais, fais mon j'imagine. reportage et puis je le vends pour Orient 21. Et j'arrive à le vendre bizarrement. Enfin, c'est mon premier reportage, donc je suis contente en fait. Je suis contente, je me dis c'est un gros truc et finalement ça sera publié. J'ai mis le lien tout à l'heure sur le chat. Donc, c'était effectivement le 17 juin 2024. Palestine à Jenin, le deuil d'une famille après un raid israélien. Le prochain article que tu as publié sur Orient 21, je vois, c'est en septembre 2024. Donc, à Jenin, alors, j'ai l'impression que le titre est non, pas le titre est le même, mais le titre ressemble justement. À Jenin, choc et terreur d'un raid israélien. Donc, toi, est-ce que tu restes à Jenin après ça, à ce moment-là? Qu'est-ce que tu décides de faire? Alors juste le reportage Jenin Choc et Terreur, ça c'est encore après, hein. Je Ok, je je ouais. sais pas si vous avez le C'est bon en lien. septembre Alors 2024, mais attendez, j'ai le lien, je vais le mettre sur le chat aussi. c'est bon, tu l'as? OK, très bien. Ouais, je Ouais, l'ai, Choc et t'inquiète, je Terreur. l'ai. Alors, OK, très bien. Alors moi, en fait, dès que je fais mon reportage, j'essaie de voir un peu, voilà, à quoi ça ressemble un camp de réfugiés finalement, parce que c'est le premier que je fais et dans ces conditions-là, quoi. Et donc après avoir fait le tour, avec, mon fixeur, on rentre, quoi. On rentre, sur Naplouse. Je rentre pas à Ramallah, je rentre sur Naplouse, je sais pas pourquoi, mais pour l'instant, je peux pas dormir à Jenin. Je suis traumatisée, en fait. Je sais pas, ça me fait peur. Ça me fait peur, Jenin. C'est c'est un cauchemar, quoi. C'est un film Enfin, en même temps, c'est d'horreur normal, tu as assisté quand et même en à des plus, quand massacres. Donc, ouais, là, à ce moment-là, ça me fait peur. C'est mon premier truc, ouais. donc on y va quand même doucement, petit à petit. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc en fait, dès qu'on quitte le camp de réfugiés, on passe devant le cimetière, le fameux cimetière des martyrs. Et il me demande, le fixeur: «Est-ce que tu veux y aller quand même pour voir?» Je dis: «Bah, bien sûr, on va y aller». Et pareil, je suis choquée, quoi. C'est comme je disais, nous, on est nés, on a grandi en France, on n'a pas enfin, c'est du jamais vu, quoi. Moi, j'ai jamais vu ça. Et là, pour le coup, ça n'a rien à voir avec Jérusalem. On n'est pas à Jérusalem, on n'est pas à Tel Aviv, on n'est pas à Ramallah non plus. Là, on est sur quelque chose de vraiment beaucoup plus costaud, là, quelque chose de très difficile à regarder. Donc, pareil, le cimetière des martyrs, c'est le choc, quoi. Je tombe sur des familles, des sœurs, des filles, de deux sœurs. Je tombe sur deux sœurs
qui viennent voir la tombe de leur frère assassiné. Je tombe sur une mère de famille qui a les larmes aux yeux et qui me regarde droit dans les yeux et qui me dit: «Faut prier, faut prier». C'est comme ça tous les jours, on meurt, tous les jours, on meurt, on meurt. Et évidemment des affiches de martyrs un peu placardées partout. Donc voilà, c'est un grand cimetière et a priori, en fait, c'est en plus, c'est le nouveau cimetière parce que l'ancien est plein à craquer. Donc encore ça, c'était un autre cimetière, un 2e cimetière des martyrs. Donc voilà, il me propose ce que j'ai envie de faire. Moi, je dis: «Je peux pas dormir ici ce soir parce que je vais pas être bien, quoi. Je suis un peu traumatisée de cette journée». Donc on Ouais. décide, d'aller à Naplouse, une ville juste à côté parce que mon fixeur est de là aussi, de Naplouse et donc il contacte son ami et puis, qui tient un hôtel. Il me dit: «Voilà, bonne nouvelle, tu peux dormir là-bas» et en plus de ça, il y a des réfugiés de Gaza, donc ça peut-être, c'est peut-être une bonne chose aussi pour toi d'aller rencontrer ces gens-là. OK. Alors juste avant, de continuer un peu, sur la suite, la chronologie, il y a Déméter sur le chat qui dit: «Je suis pas sûr que tout le monde sache de quoi vous parlez quand vous évoquez un fixeur, moi le premier. Est-ce que tu peux, expliquer ce que c'est un fixeur, justement?» Alors, un fixeur, c'est donc, un journaliste, qui vit, dans un pays, dans lequel on veut aller travailler et qui a les codes, qui connaît, très bien le terrain, qui a les contacts, voilà, qui est très riche en fait en connaissances, en informations et qui va nous aider, nous journalistes étrangers, qui va nous aider sur le terrain. Ça peut être la mise en relation avec, des contacts. Par exemple, le camp de réfugiés de Jenin, on n'y rentre pas comme ça la première fois. Quand on ne connaît pas les habitants, on n'y rentre pas comme ça. Donc il nous faut un fixeur pour rentrer, pour justement, bah, dire, «Nous, on est safe, enfin on est journaliste, on n'est pas des espions, on n'est pas voilà, on n'a rien à voir avec ça». Donc un fixeur, Ouais. c'est une personne qui va nous aider, un journaliste qui va nous aider sur le terrain, tout OK. simplement. OK, OK. Comme ça, moi, je pense que c'est un peu plus clair pour tout le monde, effectivement. Alors, tu quittes Jenin et j'ai oublié là le. Donc, tu quittes Jenin et après tu vas à Naplouse, c'est ça? Et après Naplouse, enfin à Voilà. Naplouse, du coup, comment tu continues à travailler? Est-ce que tu arrives à avoir un peu, à obtenir des piges dans les médias ou est-ce que c'est toujours compliqué? Et c'est quoi ton rapport à ton travail à ce moment-là, avec le fait que voilà, tu arrives peut-être pas à publier comme tu voudrais publier, mais que tu restes sur place, malgré tout? Bah, du coup, oui, j'arrive à Naplouse, donc j'ai beaucoup de chance parce que je suis avec des réfugiés de Gaza, donc c'est la rencontre aussi. C'est une immense rencontre parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des Gazaouis et donc c'est des réfugiés de Gaza qui ont beaucoup de choses à raconter, qui ont vécu beaucoup de choses, qui est traumatisante. Donc là, effectivement, que ce soit humainement ou journalistiquement parlant, c'est très riche et c'est très intéressant et c'est très important d'avoir, ces Gazaouis en face de moi. Donc en fait, c'est une bonne chose finalement de vivre dans cet hôtel puisque je suis avec eux 24 heures sur 24 et je peux voir comment ils vivent, je peux voir, heu, leurs réactions. Ils regardent, beaucoup justement, bah, les informations à la télé. Ils voient en fait, bah, justement le génocide de leur propre peuple en direct et eux, ils sont séparés de leur famille, séparés de leurs proches, séparés de leurs enfants, séparés de leurs parents et ils savent pas en fait quand ils pourront rentrer chez eux. Ils savent que leur maison a été bombardée. Ils savent qu'il y a des cousins, des cousines, des frères, des sœurs qui ont été assassinés. Ils savent, en fait, ils ne savent rien. Leur vie est mise en suspens. Ils n'ont pas de vie en fait. C'est de l'attente 24 heures sur 24. Attendre de vivre, c'est clairement ça en fait. Ils attendent de vivre. Ils sont en suspens, voilà, dans une bulle et on attend. On vit comme, voilà, on est comme si on n'était plus des êtres humains finalement. On vit dans un hôtel, on n'a pas d'argent, c'est difficile de trouver un travail à Naplouse. Il y en a qui ont réussi à décrocher un petit job et d'autres non. Et puis cette attente infernale de se dire, «Est-ce que je vais revoir ma mère? Est-ce que je vais revoir ma fille? Est-ce que je vais revoir ma famille?» Ils savent pas. Et donc je trouve que c'est une super idée de photoreportage et j'arrive à vendre ce photoreportage pour Mediapart, finalement. Donc finalement OK. les piges, petit à petit, j'arrive un petit peu à tirer, à tirer un peu la ficelle et puis,
ça commence un petit peu à se débloquer. Voilà, j'ai pas des piges régulièrement, mais en même temps aussi, je prends mon temps pour observer, pour être vraiment, pour être sûre de bien porter la voix, des Gazaouis, des Palestiniens, quoi. Donc, je prends mon temps aussi. Je suis pas dans ce truc de c'est la course, il faut vite, vite, être dans la quantité. Je suis plus dans la qualité finalement. Donc dès que j'ai un maximum, d'informations, que j'ai pu bien comprendre, leur vie et comprendre, ce qu'ils vivent, en fait, voilà, je contacte. Et puis là, j'avais réussi à contacter Mediapart qui avait acheté mon photoreportage et qui est, disponible également, en ligne sur internet, quoi. Tu vas mettre le lien également sur le chat pour les gens qui veulent mettre de côté. De toute façon, tous les liens après, je les mettrai sur le replay aussi. Donc, tu disais un petit peu justement, voilà, les Palestiniens à qui tu parles, ils sont en attente de vivre, ils essaient d'avoir des contacts aussi avec leur famille qui peut être à Gaza. Il y a quelqu'un qui pose un peu une question similaire sur le chat tout à l'heure. Comment, malgré le blocus informationnel en quelque sorte à Gaza, comment les Gazaouis, enfin comment les Palestiniens s'informent justement, les Palestiniens de Cisjordanie s'informent sur ce qui se passe à Gaza? Comment ils arrivent à avoir des informations? Bah, ils regardent Al Jazeera, majoritairement, ça va être Al Jazeera, Palestine Today, ça va être beaucoup, beaucoup, ouais, ça va être beaucoup Al Jazeera, en fait, parce que c'est là où justement on voit, les massacres commis en direct, quoi. Ça tourne en boucle, hein, Al Jazeera, Ouais. ça tourne en boucle et donc voilà, c'est beaucoup de Al Jazeera. Hem, ouais, ouais, c'est surtout ça, ouais. Mmh. OK. OK, et toi, j'imagine que d'une certaine manière, c'est par ça aussi que tu t'informes, ou au fur et à mesure, tu arrives à avoir un peu des contacts, de gens sur place, de journalistes, comment tu arrives au fur et à mesure, vu que tu arrives un peu là aussi, un peu «par hasard» entre guillemets, comment tu arrives à te créer des contacts, bah, justement de gens sur place et en particulier peut-être, de journalistes aussi, quoi? Bah, du coup, effectivement, en fait, quand on est sur le terrain, on se rend compte à quel point, les médias français, en tout cas, les médias français mainstream sont très, très loin des réalités et en fait, on n'est pas du tout informé sur ce qui se passe en temps et en heure, quoi. Ils sont vraiment très, très, très loin. Donc ça va être beaucoup de chaînes, locales, que je vais regarder. Ça va être aussi, il y a voilà, il y a des chaînes aussi sur Telegram où on est informé, en temps et en heure de ce qui peut se passer, par exemple, à Naplouse, à Jenin et cetera. Donc ça marche aussi beaucoup comme ça, via des réseaux comme ça. Ça va être aussi, des Palestiniens qui sont très bien informés, sur ce qui se passe parce qu'ils ont de la famille, un peu partout, donc ils vont m'alerter sur, des situations et en fait, de fil en aiguille, voilà, on commence à se créer un réseau, comme ça, où les personnes nous informent, où il y a aussi d'autres canaux d'information que j'utilise pour m'informer. OK. Et justement, tu parlais un petit peu, d'à quel point les journaux français, n'étaient pas à la hauteur à ce moment-là. On en reparlera un petit peu tout à l'heure après de ce qu'ils sont à la hauteur maintenant. Hem, Comment sur place, les Palestiniens et les Palestiniennes à qui tu parles, perçoivent, bah, justement comment leur vie en fait, elle est, perçue à l'international et elle est traitée dans les médias internationaux? J'imagine qu'ils doivent peut-être aussi voir un peu, ce qui se dit sur eux à l'international. Comment ils le vivent en fait à ce moment-là? Comment les Palestiniens vivent le fait d'être invisibilisés dans les médias, c'est ça? Ouais, en quelque sorte? Bah, ils le vivent, comment dirais-je? Évidemment, c'est pas ils le vivent pas très bien, hein. Ils le vivent pas très bien, mais ce qu'il faut dire, c'est que les Palestiniens, ils ont une force et une résilience herculéenne. Ce sont des personnes, qui sont confrontées, depuis des générations et des générations à des traumatismes, énormes, à des violences, à des souffrances, à des épreuves, énormes aussi. Donc, ce sont des personnes qui ont appris à vivre d'une certaine manière comme ça, qui ont appris à être patients, qui ont appris à garder en fait, leur colère, à garder, leur, tristesse, leur faiblesse, pour eux et c'est des gens qui survivent.
comme ça. C'est comme ça qu'ils arrivent à survivre et ils ont une foi aussi, qui est assez, gigantesque. Ils s'en remettent ce sont des personnes qui s'en remettent beaucoup à Dieu, ce sont des personnes qui prient beaucoup, donc ce sont des personnes qui ont voilà, qui sont plutôt dans la spiritualité que plutôt dans ce voilà, ce qu'ils disent dans ce monde, finalement qui est qu'une utopie, on préfère se consoler en se disant qu'on va tous mourir de toute façon, ce monde c'est une utopie et puis, la vraie vie c'est pas ici finalement, la vraie vie c'est dans l'au-delà. C'est comme ça en fait qu'ils vivent les choses donc après eux, ce qu'ils disent aussi c'est que étant donné que ce sont des musulmans, hein, la plupart, sont des musulmans, il y a aussi beaucoup de chrétiens, mais en tout cas, les Palestiniens avec qui j'ai pu discuter sont majoritairement musulmans et disent voilà, nous, de toute façon, quand il y aura le jugement dernier, il est clair qu'on ne pardonnera pas, on pourra récupérer justement, on récupérera notre dû et on verra à ce moment-là, mais pour l'instant, tout ce qu'on peut faire, c'est attendre quoi, attendre et patienter. Donc ils parlent beaucoup de sabr, en arabe, sabr, ça veut dire la patience quoi. Donc, ils ont pas pour eux, ils ont compris que finalement, on les considérait comme des sous-humains. En tout cas, les sociétés occidentales les considèrent comme des sous-humains et puis, ils font avec. Voilà, ils avancent comme ça. Tant pis. Et ce qu'ils me disent, c'est «معليش», Ouais. tant pis en arabe. Et, et donc cette résilience-là, elle passe surtout par la religion, ou elle passe aussi par autre chose? Est-ce qu'il y a un peu une forme de résistance du quotidien à essayer, voilà, de continuer à construire quelque chose, à continuer à survivre, malgré toutes les incursions de l'armée israélienne qu'on a pu voir, hein, dans les médias? Elle se construit comment cette Bah, résilience? elle s'est construite, de génération en génération. Ouais. C'est-à-dire que ce sont vraiment des personnes qui sont confrontées il faut bien comprendre que ces gens-là sont confrontés, à des violences qui nous-mêmes nous dépassent. Comme je disais, moi, je suis allée une première fois dans le camp de réfugiés de Jenin, j'ai vu une flaque des flaques de sang partout. Moi, ça m'a choquée, ça m'a traumatisée et en fait, les gens à Jenin, par exemple, me disaient: «Mais Adi», Adi en arabe, c'est normal, c'est quelque chose de voilà, Mmh. faut pas que tu en fasses non plus des caisses, quoi. C'est normal, on vit comme ça tous les jours, voilà. C'est ça notre réalité, Khadija, il me disait. Et moi, ça m'a voilà, parce que nous, on n'a pas cette habitude. Eux, ils ont cette habitude-là, malheureusement, c'est pas normal, hein. Mais eux vivent comme ça depuis des générations. C'est de la violence quotidienne, c'est des tueries quotidiennes, c'est des, massacres, des voilà, des accusations aussi, de terrorisme, alors que c'est pas le cas. Moi, j'ai pu constater sur le terrain que des personnes qui mouraient, qui ont été tuées par l'armée israélienne sont des civils. Donc voilà, ça, ils sont habitués à être diffamés, ils sont habitués à être, considérés comme des personnes violentes, comme des terroristes, comme des menteurs, comme des personnes qui n'ont pas le droit de vivre, en fait. Voilà, ça, et donc, quand on est enfin, je pense que c'est ça aussi. Après, c'est la vie qui fait en sorte qu'on se forge une carapace et eux, ils ont réussi à se forger cette carapace et à force d'avoir reçu des coups, dans la figure et ben, en fait, on ressent plus rien et je pense que c'est comme ça, en fait, qu'ils arrivent à survivre et être très résilients. Donc à ce moment-là, là tu parlais, c'était juin-juillet, 2024 pour poursuivre un petit peu la chronologie. Tu es à Naplouse, tu restes combien de temps? Et surtout, moi je me demandais, est-ce qu'il y a un moment où, tu te dis que tu vas essayer de retourner en Israël ou tu veux rester pour l'instant en Cisjordanie? Comment ça se déroule, après les mois qui suivent? Il me semble que tu as publié un article, alors je crois que j'ai le lien sous les yeux. Tu as publié un article dans l'Orient le Jour sur les Refusniks, enfin ça se prononce comme ça. Enfin en tout cas les Israéliens qui refusent d'aller, d'être enrôlés dans l'armée c'était en janvier 2025. Pendant tout ce temps, tu es resté en Cisjordanie ou tu as quand même essayé de retourner en Israël? Comment ça s'est passé? Donc pendant tout ce temps, effectivement, je suis restée quand même pas mal de temps, en Cisjordanie parce que en fait, les événements, ça s'enchaîne, en fait, ça va tellement Ouais. vite. Il y a toujours des incursions, il y a toujours des violences, il y a toujours des personnes qui souffrent et en fait, on n'a même pas le temps de respirer on doit déjà repartir, sur une autre mission, on doit repartir,
rencontrer des familles, rencontrer des enfants. Et en fait, il y a cet engrenage. Donc, moi, comme je disais, vraiment, la Cisjordanie occupée, c'était ma vraie première, parce que je l'ai dit, hein, j'avais fait juste Ramallah avant, Bethléem aussi. Ouais. Donc, voilà. Mais là, on va dire la Cisjordanie occupée à la dure, c'était ma première fois, donc à partir de mai 2024. Donc j'ai continué à travailler à Naplouse, j'ai continué à travailler un petit peu aussi à Jenin, il me semble. J'ai fait beaucoup Naplouse finalement, parce que pareil, ça regorge de personnes, de Palestiniens qui ont plein de choses à raconter. Il se passe beaucoup de choses. J'ai pu aussi rencontrer des Palestiniens en situation de handicap. Donc voilà, j'ai pas encore publié à ce sujet, mais ça va venir. Il se passe tellement de choses tous les jours qu'on a encore envie d'apprendre. Mais effectivement, à un moment, je me suis dit que j'allais retourner quand même en Israël pour rencontrer des Israéliens, parce qu'à ce moment-là, il y avait aussi des roquettes tirées par le Hezbollah dans le nord d'Israël, notamment à Metula, où je savais qu'il y avait des personnes âgées qui avaient dû fuir leur maison, entre guillemets, et rentrer être hébergées, réfugiées dans un hôtel. Donc ça m'a donné une idée aussi. Je me suis dit, on a aussi des réfugiés de Gaza, donc ils sont dans des hôtels, mais eux, effectivement, ils ne sont pas pris en charge du tout, ils n'ont pas d'argent, etc. Mais là, on a aussi des personnes âgées, des Israéliens, qui sont maintenant aussi des réfugiés dans des hôtels. Et eux, après, c'est tout le côté aussi qui est différent. Ils sont pris en charge par l'État. Euh, c'est, ces personnes sont prises en charge. Et puis, il y a quand même un soutien financier, un soutien moral, etc. Donc, je me suis dit que ça pouvait être aussi intéressant d'aller voir, parce que journalistiquement, c'est intéressant. Et en plus de ça, de voir aussi peut-être le fossé entre réfugiés de Gaza, réfugiés israéliens. Et effectivement, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Donc, je suis allée à Tibériade. Je suis allée faire un tour à Tibériade et j'ai rencontré des personnes âgées qui étaient dans ces hôtels et qui m'ont raconté leur vie aussi, qui m'ont raconté à quel point c'était difficile pour elles de vivre dans des conditions pareilles, que depuis qu'elles sont en Israël, en fait, ça a toujours été comme ça. Ce sont des attaques quotidiennes, que finalement, elles aussi n'ont pas réussi à avoir une vie normale à proprement parler. Ces personnes âgées, souvent, bah, c'est ou leurs prédécesseurs ou alors elles-mêmes ont vécu la Shoah, l'Holocauste, donc elles m'ont raconté ça, et elles m'ont raconté aujourd'hui, en fait, finalement, on n'est peut-être pas forcément sorti de tout ça, dans le sens où on n'arrive pas à avoir de vie normale aussi. Donc je trouvais que c'était intéressant de l'entendre et de l'écrire, et donc j'ai fait un reportage pour le média belge La Libre. Il est disponible aussi, où je raconte aussi ce ressenti de personnes israéliennes réfugiées, pour le coup également. Ok, alors je vais essayer de le retrouver. C'est La Libre, ouais. La Libre. Ouais. Tac, tac, tac. Alors, je sais pas si je le retrouve là. J'ai un article que tu as publié en février. Oh non, ça c'est Marianne, ça, pardon, c'est pas la Libre. Je le retrouve pas. Bah écoute, je le chercherai. Sinon, je le mettrai dans le replay. Là, je le trouve pas tout de suite. Je le trouve. Bon, il est pas sur le site, c'est bien. Bon, je chercherai un peu mieux. Je le mettrai dans le replay. Donc effectivement, à ce moment-là. Donc, tu es en Israël, tu racontes un peu. Il y avait quelqu'un qui posait une question sur le chat, et c'est vrai que j'y ai pas du tout pensé, parce que tu racontais au début que enfin, en septembre 2023, donc avant le 7 octobre, les services israéliens te demandent pourquoi tu viens autant de fois. Et donc là, c'est à post 7 octobre 2023, tu vas en Cisjordanie, tu retournes en Israël. À quel point c'est compliqué de faire ces trajets-là? Est-ce que tu es surveillé par l'armée israélienne? Est-ce que tu as quelqu'un sur le chat te demandait si tu avais des pressions? À quel point voyager en fait entre la Cisjordanie et Israël est compliqué?
Ouais, bah, c'est très compliqué en fait, tout d'abord parce que, c'est très difficile encore aujourd'hui d'avoir un média qui me soutienne, à 100. Ouais. C'est-à-dire qui me fasse un vrai contrat de travail pour que je puisse rester sur le terrain au-delà des 3 mois, au-delà des 3 mois, légal, en Israël, quoi. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les autorités israéliennes nous délivrent un visa touriste de 3 mois et ensuite il faut Mmh. sortir du territoire, quoi. Donc en fait, ça nous coupe dans notre élan. On est sur une enquête, on est sur un sujet, on est obligé de quitter le territoire très vite. 3 mois, ça passe, vraiment, ça passe, voilà, ça c'est rien du tout, hein, 3 mois pour travailler. Donc il faut attendre et puis après il faut rentrer et cetera. Donc c'est vrai que là, ça commence un petit peu à me peser, moralement parce que, j'estime en tout cas faire quand même un travail d'importance en fait, publique. C'est un travail qui mérite, d'être valorisé. Je pars aussi avec mes propres moyens, c'est-à-dire qu'aucun média ne prend en charge les frais, que ce soit les billets d'avion, que ce soit, les frais de bouche, les frais de transport, les frais de logement, tout ça, c'est à mes frais, donc j'investis énormément pour mes reportages. Derrière, forcément, de temps en temps, les salaires, à la pige, en fait, sont très bas pour ce qu'on fait, hein, je citerai pas, enfin pour l'instant, je dirai pas quel média, mais par exemple, en moyenne, ça va être 200 € un article sur un terrain de guerre. Vous vous rendez compte? Ouais. 200 €, c'est ce que je vaux, c'est ce que vaut mon travail. C'est pas logique, en fait, et je pense qu'on y reviendra après. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une défaillance, au niveau des médias français. Il y a un gros problème, c'est que déjà les travailleurs, les reporters comme moi, on n'est pas valorisé, notre métier n'est pas valorisé. Aujourd'hui, on se retrouve vraiment avec des journalistes qui sont dans des rédactions de bobos, voilà, disons les termes, à Paris, dans le 15e, 16e arrondissement, voilà. On est dans notre rédaction au chaud, on a notre fessier confortablement assis sur la chaise, et puis en fait, on va lire la presse écrite, et puis, par exemple, pour les JT, c'est ça, hein, on lit la presse écrite le matin, et puis le soir, on en fait un journal télévisé, tout simplement. Donc, je trouve que le métier de reporter perd beaucoup de sa plus-value. Aujourd'hui, être journaliste, c'est être finalement, cloîtré, dans des locaux, à Paris, voilà. Non, c'est pas ça du tout le métier, et ces gens-là, évidemment, sont grassement bien payés, donc et nous, en fait, on se retrouve, on est là, on vaut 200 €, l'article, il vaut 200 €, donc Ouais. c'est un petit peu, voilà, c'est la désillusion, mais après, je suis très passionnée, évidemment, que je ne vais pas lâcher parce que malheureusement, je fais face à des difficultés financières, mais voilà, donc d'ailleurs, prochainement, je vais lancer ma cagnotte sur PayPal pour qu'on puisse m'aider parce que ça commence à se compliquer de mon côté Mmh. financièrement, et je repars le 3 juin. Donc OK. voilà, je mettrai sur Instagram, on en reparlera plus tard, mais voilà. Ouais. Donc c'est compliqué, donc les allers-retours, c'est évidemment, c'est fatigant, c'est épuisant, c'est éreintant parce qu'à chaque fois, on doit re-rentrer, on est face à des interlocuteurs, donc des autorités israéliennes qui nous posent beaucoup de questions et cetera, donc évidemment, Ouh là, attends, parce que excuse-moi nous, 2 secondes, finalement, on est pardon. journalistes et on vient Ah, c'est bon. juste de Ouais, il y ouais, a eu un petit bug, il y a eu un petit bug donc son, pardon, tu peux reprendre. ah, Tu peux reprendre, c'est bon, ça marche ouais, je mieux, ouais. disais donc Ouais. ce qui est éreintant effectivement, c'est de faire ces allers-retours, de travailler que 3 mois, 3 mois sur le terrain, de devoir ressortir, de devoir re-rentrer, de devoir repasser par la phase interrogatoire, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable parce que nous, finalement, on est journalistes et que voilà, quand on va fouiller le téléphone et cetera, c'est voilà, c'est c'est agréable pour personne. Donc c'est très difficile, psychologiquement, de devoir justement à chaque fois refaire ce même processus. Hem Et ce qui est le plus difficile, je pense, c'est de se dire que, ouais, c'est très compliqué d'avoir un média qui nous soutienne à 100, quoi. À ce jour, j'ai encore du mal à trouver un média qui puisse, me prendre en charge. C'est en cours, pareil, je donnerai l'info, en temps venu si jamais ça se concrétise, mais voilà, comme d'habitude, c'est toujours les médias indépendants qui vont être quand même beaucoup plus dans la compréhension et l'empathie. Mais
mais voilà. Ce qui est sûr, c'est que les médias mainstream, on peut pas compter, sur eux. Et puis de toute façon, très souvent, ils ont leur correspondant numéro un. Il y a aussi ça aussi, on n'en parle pas, mais il y a peut-être ce côté un peu compète finalement entre les correspondants, les pigistes. Moi, je suis pas du tout dedans, mais c'est vrai que voilà, en fait, heu, certaines personnes ne voudront pas partager, des piges avec moi, ou certaines personnes ne répondront tout simplement plus à mes messages, mes SMS que j'envoie, donc des correspondants, à qui j'écris et dont j'ai plus de nouvelles en fait. Donc il faut que je me débrouille par moi-même. Donc il y a certains médias, je sais que la porte est fermée à double tour et que je pourrais pas forcément bosser pour eux. Donc voilà, c'est tout ça un petit peu, qui se joue quand on est pigiste, reporter, journaliste indépendante comme moi. Mais à côté, on a aussi des chouettes correspondants qui sont sympas et qui me disent: «Oui, bah, écoute, je te laisse faire une pige». Par exemple, bah, pour Libération, Nicolas Rouget, de temps en temps me permet d'écrire pour le journal. Donc ça, c'est super, super cool et voilà. Bah, après, il faut viser plutôt les médias indépendants qui n'ont pas de correspondant numéro un, et évidemment, les médias indépendants, c'est ceux qui ont moins d'argent, Ouais. malheureusement. J'ai vu que notamment tu avais écrit pour Blast assez récemment. Ça rejoint un peu une question que je voulais te poser aussi, et ça va peut-être nous permettre d'embrayer un peu, sur le traitement médiatique, français. Pourquoi c'est aussi compliqué pour toi de trouver un média? Alors, j'imagine qu'on te donne pas de raison, très franche, mais tu dois avoir un peu peut-être ta petite idée. Et toi, quand tu étais sur place, tes rapports avec justement les correspondants plus installés, tu le racontais un petit peu, mais est-ce que tu arrives quand même à avoir un peu une sorte de relation avec des contacts avec eux? Comment ça se passe de ce côté-là? Et ouais, pourquoi c'est aussi galère, de trouver un média, qui accepte, de te donner une pige, quoi? Bah, parce que tout simplement les médias mainstream, style France 24, les médias tels que Le Monde, quoi d'autre? Les gros médias quoi. On a aussi, Ouais, ouais. du TF1, France 2, France Télévisions et cetera. En fait, tous ces gens tous ces médias-là ont leurs correspondants, en fait. Ils ont déjà leurs correspondants, ils ont leur numéro un, leur numéro 2, leur numéro 3. Et donc, en fait, il y a comme une file d'attente comme ça, qui se dessine, et en fait, on est très, très loin dans la liste d'attente finalement. Donc, c'est OK. pour ça que c'est compliqué. Après, c'est aussi une histoire de relationnel, comme je disais, par exemple, il y a des personnes qui ne répondent pas à mes SMS, à mes messages et cetera. Donc, je sais que ça va être compliqué peut-être d'être numéro 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, voilà, et en fait, finalement, on se concentre sur, bah, sur ce qui est mis à notre disposition, donc des médias indépendants comme Blast, par exemple, qui, je trouve et je le souligne, respectent déjà beaucoup plus, ces pigistes que d'autres médias dont je tairai le nom pour le moment. Mais Mmh. déjà Blast, enfin, le salaire est beaucoup plus élevé, le salaire à la pige, il est beaucoup plus conséquent, et en plus, voilà, ils sont quand même dans l'humain, ils sont beaucoup plus dans l'humain que certains médias. Ouais. Donc voilà, mais après c'est toujours la même chose, les médias indépendants, vont être plus, empathiques, plus, compréhensifs, mais derrière malheureusement voilà, c'est pas il y a il c'est une histoire de finances en fait. Ils n'ont pas les moyens d'assurer quelqu'un, aussi longtemps, avec un vrai salaire à la clé quoi. Ils n'ont pas les moyens. Les Justement médias sur, indépendants n'ont pas les ouais, moyens, les médias mainstream et c'est pour et les ça médias que mainstream ont quelqu'un. Enfin, c'est pour ça qu'il faut soutenir les médias indépendants. J'en profite pour vous rappeler que moi aussi mon média, je ne vis que de vos dons, donc ouais. n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, j'en profite. Heu, pardon. Hem, donc je disais oui, je pensais justement à ça aussi. Toi, quand tu étais sur place, donc déjà je me demande, pardon, mes questions parfois ça va un peu dans tous les sens, hein, parce que c'est hyper intéressant ce que tu racontes. Mais,
même si bon, j'espère que c'est pas trop difficile pour toi de revenir, dessus, aussi. Toi, quand tu étais sur place, comment, tu as réussi à tenir, financièrement? Justement, tu disais que, bon voilà, on sait les piges, ça paye pas beaucoup, c'est assez connu, mais qu'en plus de ça, tu arrives pas à en avoir beaucoup. Comment tu arrivais à tenir financièrement, Est-ce que c'était une cagnotte, ta famille t'aidait ou je sais pas? Enfin, Alors du coup, ce qui m'aide, c'est beaucoup mes allocations au chômage parce que j'ai travaillé quand même 2 ans à France Télévisions donc je survis grâce à ça, mais du coup, là, en septembre, ça va se terminer, donc ça va être encore plus compliqué pour moi. C'est pour ça que je dis que ça va se compliquer pour moi, là. ouais, Donc si je fais des mauvais mois ou si j'ai pris du temps pour faire des reportages et qu'ils sortent le mois d'après, en fait, voilà, France Travail, heu, compense et m'octroie mes droits, tout simplement. Donc ça, c'est le côté cool aussi, c'est plutôt le côté un petit peu ouais, heureusement, quoi. Heureusement, sinon on vit pas. Donc ça va être beaucoup donc ça va être du France Travail, ça va être aussi, des dons, des proches, et surtout des dons de ma famille, ma tante, par exemple, ma mère aussi, qui m'envoie parfois de l'argent parce qu'elle s'inquiète et cetera. Donc voilà, on survit comme ça et c'est récemment, je me suis dit qu'il fallait que je crée une cagnotte moi aussi finalement pour que je puisse continuer à y retourner parce qu'après septembre, là je serai vraiment, bah, j'aurai plus rien quoi pour, faire mes reportages et si je fais des mauvais mois, bah, là, j'aurai plus de compensation. Donc voilà, je vous dirai enfin je verrai si ça marche bien la cagnotte, mais sinon, ouais, c'est des proches et France Travail, quoi. et il m'a semblé voir que tu avais ouvert une cagnotte, sur Litchi. Est-ce que le lien vaut toujours? Parce que si c'est le cas, je peux la transférer ou est-ce que tu t'en sers plus du tout? Alors je l'ai ouais, je m'en sers plus, j'ai supprimé parce qu'en D'accord, fait, OK. Litchi prend une commission. Ils prennent une commission et en fait, je me suis dit: Non, c'est trop bizarre». Ouais, Donc en fait, c'est une amie, qui m'a dit de faire PayPal, en fait, tout simplement, PayPal. d'accord, OK, Donc ouais, j'ai c'est mieux. mis le Effectivement. lien, dans ma bio Instagram, le lien de PayPal, mais j'ai pas encore fait de la com dessus pour l'instant parce que, je pensais faire justement de la com quand je serai sur le terrain, parce Mmh. que déjà je me sens un peu plus légitime et puis aussi ça permet ça à mon sens, ça me permettait d'être transparente, au face au public en leur disant: «Bah, voilà, moi je suis vraiment sur le terrain là, comme vous pouvez le voir, donc il y a pas d'entourloupe, c'est vraiment pour Ouais. m'aider à travailler». Mais Bah, si vous écoute, quand voulez commencer à tu donner, maintenant, c'est c'est possible aussi, c'est très gentil à vous. bah, hésite pas à me dire où est-ce qu'on peut trouver un lien, parce qu'il y a quelques personnes qui demandent déjà où est-ce qu'on peut te soutenir, donc je pourrais transmettre, le lien, d'une manière ou d'une autre, que ce soit maintenant ou après Alors plus sur tard sur le Instagram replay. Sur Instagram? OK, attends, je vais regarder, ouais, sur je vais Instagram, mon regarder. lien est en bio, donc voilà, Vas-y, je vais le te lien est bah, en bio, c'est PayPal. déjà, je vais en profiter pour mettre enfin, envoyer le lien de ton Instagram déjà et le lien de la bio. Hop, les choses sont très bien faites sur ce stream. Enfin, hop, alors attendez. Voilà, je vous mets le lien du PayPal et de l'Instagram. Si jamais il y a des modos dans le chat qui veulent épingler le lien du PayPal, ce serait cool. Merci beaucoup. Hop. Oui, du coup, avec tout ça, donc tu as dit que tu retournais, en juin. Ça fait combien de temps que tu es retourné en France? Pardon, je crois que je t'ai pas demandé. Depuis tes derniers Alors, articles. ouais, alors pour faire hyper, court, en gros, j'ai fait, mai 2024 jusqu'à août 2024. Ensuite, j'y suis retournée d'octobre 2024 à janvier 2025 et OK. donc depuis fin janvier 2025, voilà, je suis, hors du territoire et bon après je suis allée me faire un petit sas de «décompression» entre guillemets en Jordanie. En fait, je suis sortie par la Jordanie en janvier 2025 Ouais. donc voilà, j'avais besoin d'être seule un petit peu, avec moi-même. Je me disais que c'était pas du tout j'avais du mal à m'imaginer, le fait de rentrer directement en France, de voir ma famille, mes Mmh. amis et faire comme si de rien n'était parce que encore une fois, j'avais vu des choses vraiment qui dépassent tout entendement, des choses hyper traumatisantes et donc j'avais ce besoin d'être juste avec moi-même et d'essayer d'aller mieux. Donc j'ai pu contacter Ouais. aussi ma psy, en visio et cetera. Mais sinon, ouais, j'y suis pas retournée depuis janvier 2025 et donc j'y retourne, le 3 juin 2025 jusqu'au 2 septembre 2025 si tout va bien. OK.
Et pendant ce temps-là où tu es en France, quel rapport tu as encore avec le terrain, quoi? Comment est-ce que tu fais un peu, tu coupes un peu les ponts de manière plus ou moins longue, ou est-ce que tu essaies ici en France quand même de mener un peu un travail d'information, d'interpellation? Est-ce qu'il y a quand même quelque chose que tu fais de manière différente ici, et comment ça se trame, quoi? Alors, en général, j'ai pour l'instant en tout cas, parce que voilà, finalement, je travaille sur le terrain depuis le 7 octobre 2023 et a fortiori, depuis vraiment mai 2024, disons. Donc OK. je suis encore en train d'essayer de voir, où je place mon curseur, en termes de santé mentale, en fait. Parce que moi, quand je rentre, ça fait quand même, je me prends un gros coup, hein, dans la figure, Bah, c'est ouais. quand même très violent ce qu'on voit sur le terrain. Donc très souvent, j'ai besoin de souffler un petit peu. Les premiers jours, les premières semaines, j'ai vraiment du mal à décrocher, donc je vais essayer de continuer à écrire, ce que j'ai pas pu terminer là-bas. Par exemple, j'étais sur un reportage et j'ai pas pu le finaliser, donc je vais le continuer. Ou alors, il se passe encore des dingueries et moi je me dis: «Bah, il faut continuer à écrire». Donc ça peut m'arriver. Mais ensuite, il va y avoir des phases où vraiment je peux plus rien écrire et j'ai juste besoin de me retrouver avec, ma famille, avec mes amis et je suis évidemment tout ce qui se passe, je continue à suivre l'actualité de très près, mais je vais avoir des difficultés, pour écrire à distance. J'ai du mal. Par exemple, j'ai toujours, bah, j'ai mon réseau et j'ai des Palestiniens, qui m'expliquent, par exemple, ce qui se passe en ce moment à Massafariata. Il se passe beaucoup de choses, les violences s'exacerbent, il y a de plus en plus de démolitions de maisons, il y a de plus en plus de violences physiques et psychologiques et donc voilà, ça se poursuit. Donc moi, ce que je dis justement aux Palestiniens, c'est je leur dis: «Je vais bientôt revenir et là, je pourrai écrire à ce moment-là». Mais il y a quelques mois, par exemple, bah oui, en février, il y avait encore beaucoup de violences à Massafariata et j'avais pu écrire pour, Marianne justement, vous pouvez également retrouver le reportage en ligne. Donc voilà, quelques sujets que j'ai écrits, à distance. Donc Marianne Massaferiata, j'ai co-signé un reportage, un photoreportage avec, Mohamed Mansour qui est journaliste palestinien à Jenin. Pour Orient 21, on a fait un photoreportage, des enfants assassinés et des Palestiniens aussi, des civils palestiniens assassinés lors de l'opération Mur de fer en Israël, donc qui a eu lieu notamment au début à Jenin, dans toute la ville. C'était une première en fait. Pour la première fois vraiment, l'armée israélienne, assiégeait et le camp de réfugiés de Jenin et la ville de Jenin. Donc on a écrit tous les 2 là-dessus et là j'étais sortie pour le coup. Donc voilà, mais là en ce moment, après plus on va avancer dans le temps, plus je vais commencer un petit peu à un petit peu pas me détacher, mais disons à commencer en fait à être un peu plus présente pour ma famille et mes amis, quoi. Et puis, aussi, penser un peu à ma santé mentale parce que si on veut Bah, ouais. continuer sur ce terrain-là, c'est important aussi de faire ce travail. Pas de recul parce qu'on est toujours en contact avec, les personnes là-bas. On lit, on s'informe de ce qui se passe, on voit ce qui se passe, les vidéos et cetera, qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, on sait ce qui se passe, mais je vais aussi prendre ce temps-là pour moi, pour repartir de plus belle. Et tu bien raison, c'est important aussi, de pouvoir prendre du Mmh. temps, pour soi. Pendant tout ce temps-là, depuis que tu lis un peu plus, donc tu es en France, tu lis un peu plus, ce qui se passe en France. Je voulais revenir un peu avec toi sur, heu, comment tu perçois le traitement, par les médias français, bah, du génocide, en Palestine. Alors bon, je sais que le terme génocide, fait débat, surtout dans la presse française. Moi, je l'utilise, je sais pas si toi c'est ton cas. Comment tu perçois, ce traitement médiatique-là en France? Bah, le traitement médiatique, en tout cas, ça dépend de qui on parle. Mais si on parle des journaux télévisés, alors, très clairement, le traitement médiatique est catastrophique et encore je pèse mes mots. Ouais. Le traitement est c'est juste dingue, quoi. Franchement, vous pouvez retrouver aussi un très chouette papier qu'a fait, Arrêt sur Image. Donc Arrêt sur Image, c'est un média qui, justement, heu
fait la critique d'autres médias. Ouais. Et donc, en fait, Arrêt sur image, ils ont constaté, j'avais les chiffres ici, mais pour vous donner une idée, ils ont constaté dès 2024 qu'il y avait un problème, en fait, dans le traitement médiatique, Oui, il y avait, des Palestiniens, de ce qui se passe à Gaza. il y avait Alors ouais, pardon, excuse-moi, je te coupe juste pour dire, je pense que c'est cet article-là dont tu parles, d'Arrêt sur image, un article de Doris Guémard qui date de février 2024, il s'appelle TF1 France 2, 29 heures de JT, 5 minutes pour les Gazaouis. C'est peut-être cet article dont tu parles. ouais, exactement, voilà, Ok. voilà, exactement. Donc déjà l'année dernière, on voyait que c'était catastrophique, mais alors là, en plus, avec ce qui se passe, on voit bien ce qui se passe à Gaza, hein. C'est la famine, c'est des bombardements sur des civils, ce sont des enfants qui meurent, des femmes, des hommes. Des maisons totalement anéanties, des vies annihilées. Et donc, effectivement, moi, de temps en temps, mais vraiment, dès que j'ai un peu de santé mentale, je regarde un peu le JT pour voir ce qui se dit. En fait, c'est juste dingue, quoi. Ils ne parlent jamais de ce qui se passe à Gaza. Donc voilà, on se pose des questions. Est-ce que c'est parce que ce sont des Arabes? Est-ce que c'est parce que ce sont c'est peut-être parce qu'ils les considèrent comme des sous-humains, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des rédacteurs en chef des journaux télévisés, mais c'est une hécatombe, en fait. C'est dramatique. C'est dramatique aujourd'hui de faire l'impasse sur ce qui se passe là-bas. Et à contrario, quand il va, par exemple, là, on a pu le voir cette semaine, il y a une attaque des Houthis à l'aéroport de Tel Aviv, donc il y a eu quelques loupés. Effectivement, là, par contre, les médias mainstream vont en parler, quoi. Vraiment, tout le monde va parler de ça. Ça va faire même peut-être la une de certains journaux, quoi. Donc voilà, on se pose des questions. Peut-être qu'il faudrait inviter ces rédacteurs en chef, leur poser des questions. Je pense que je vais les appeler. Je vais les appeler pour leur demander ce qui se passe en conférence de rédaction. Pourquoi vous ne parlez pas des Gazaouis, des Palestiniens? Donc ça, c'est pour les journaux télévisés. Ensuite, heureusement, les médias indépendants quand même font bien leur travail. C'est pour ça qu'il faut continuer à les soutenir. Soutenez Orient 21, soutenez L'Orient le Jour, soutenez Blast. C'est important parce que eux ont à vocation de raconter justement ce qui se dit pas dans les médias mainstream. Et ils ont cette humanité peut-être que d'autres médias n'ont pas. Donc il faut continuer à soutenir également peut-être l'insurgé si vous le pouvez. Donc les médias indépendants font peu ou prou leur Abonnez-vous. travail. Effectivement, voilà, ils font leur travail quand même. Heu heu C'est-à-dire que même s'ils n'ont peut-être pas de reporters sur le terrain, ils vont quand même en parler, ils vont quand même traiter ces questions humanitaires. Et quand on est sur le terrain, nous, par exemple, voilà, ils m'achètent quand même mes articles. Oui. Ensuite, la presse écrite, donc pareil, presse écrite, presse mainstream, style Le Monde, La Croix, Le Soir, La Libre, RFI, donc RFI à l'écrit, par exemple, les radios à l'écrit également. C'est plutôt, disons, c'est le minimum, quoi. Voilà, c'est le minimum dans le sens où, oui, ils parlent quand même, voilà, de ce qui se passe peu ou prou sur le terrain, mais il va manquer de l'information. Par exemple, là, on a la petite Inde qui a été tuée par un soldat israélien à Gaza, Inde Rajab. Elle a été tuée, elle avait 5 ans. On se souvient probablement tous de cette conversation téléphonique effroyable où elle demande de l'aide et finalement on entendra ensuite des coups de feu et on comprend qu'elle a été tuée. Par exemple, de ce que j'ai pu voir défiler, pareil, c'est des médias indépendants qui vont révéler l'information, des médias indépendants, des médias palestiniens qui ont révélé l'identité du soldat, qui raconte aussi le combat de la famille d'Inde pour justement faire valoir ses droits. Et ça, bah, j'ai essayé de fouiller ce matin, j'avais pas vu d'infos passer dans les médias français, quoi. C'est pas, a priori, c'est pas quelque chose qui, je sais pas, qui les intéresse ou alors ils n'ont pas le temps. Et après, il y a aussi, malheureusement, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que on est face à la bolori... Je ne sais pas si je vais réussir à le dire, la Valorisation. bolorisation des médias, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une concentration des médias qui Ouais. s'accélère.
en France. Euh, on a quelques milliardaires, quelques oligarques qui détiennent la majorité des médias, donc il est très difficile aujourd'hui de faire un travail indépendant, un travail d'utilité publique, un travail honnête. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. J'ai pu discuter avec des confrères, des consoeurs qui sont notamment dans des grandes rédactions et qui m'ont dit à chaque fois en conférence de rédac, dès qu'on essaie de caler un sujet Gaza, c'est non, ça ne nous intéresse pas. Non, non, non. Mm. Non, 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 tout le temps. Donc voilà, ça pose question. Et c'est pour ça, je me répète, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment soutenir les médias indépendants parce que eux ne sont pas détenus par des milliardaires, ne sont pas détenus par une idée, une opinion. On fait notre travail factuellement sur le terrain et un travail d'utilité publique et un travail humain aussi. Ça, c'est important. Et Ouais, heureusement que ces médias-là existent. tout à fait. Je crois que je regarde un petit peu sur toutes les notes que j'ai pu prendre. Je pense qu'il y aurait encore beaucoup de trucs à dire, mais peut-être juste avant qu'on passe un peu aux questions qui ont été posées sur le chat, si tu as un peu de temps encore. Oui, Euh, je vais juste peut-être te demander, j'ai vu que tu faisais partie de l'AJAR, donc l'association des journalistes antiracistes et racisés, je crois que c'est ça. Est-ce que tu peux peut-être présenter un peu cette association pour les gens qui la connaissent pas? oui, alors donc cette association est née d'un constat qu'au sein des rédactions, effectivement, il manque terriblement de diversité. Donc parlons franchement, les Noirs, les Arabes, les Asiatiques sont quasiment invisibles ou alors pas du tout présents dans les rédacs. C'est né également d'un constat que dans les grandes rédactions, on essaie de nous formater, on essaie de nous retirer notre personnalité, retirer notre histoire, retirer en fait ce qui fait de nous des êtres individuels. Et donc, il fallait absolument créer cette association parce que aussi on pouvait vous lire, voir, écouter dans les médias que les personnes, la façon dont sont traitées en fait les personnes racisées dans les médias. Donc, quand il s'agit par exemple, je ne sais pas, de qualifier une personne racisée, tout de suite on va parler de personnes, par exemple de personnes maghrébines, sous OQTF, ça va être vraiment des mots employés pour disqualifier tout de suite une personne racisée. Et donc, voilà, il était important de créer cette association pour nous rassembler, nous, pour dire qu'on n'était pas OK avec le traitement médiatique des personnes racisées, tout comme on peut voir également dans les JT, encore une fois, quand on va parler des Maghrébins, des Arabes, c'est pour parler de la drogue dans la cité, des règlements de compte, des fusillades à Marseille, mais jamais pour mettre en valeur ces personnes-là qui, comme moi par exemple, des personnes qui ont fait des études, des personnes qui ont fait des concours, qui ont fait une école de journalisme, qui se battent tous les jours pour s'en sortir dans la vie, des personnes qui sont pleines d'originalité, pleines d'idées, pleines de bienveillance. Ça, c'est complètement invisibilisé dans les médias. Donc voilà, on avait envie de se regrouper entre nous pour en parler, pour se soutenir aussi moralement, psychologiquement, pour faire aussi pression, faire pression aux rédactions et leur dire qu'on n'est pas OK et leur dire qu'il faut qu'ils changent leur traitement médiatique, tout simplement. Et donc, ça a été créé en 2000, je crois, 2023, mars 2023, si je ne dis pas Ouais, de c'est bêtises. ça. Mars 2023, donc Avec une tribune dans l'IB, ouais. avec une tribune dans l'IB, signée notamment par Rokia Diallo. Et donc, c'est Arnaud Souheil qui est journaliste également et qui a travaillé à France 24, qui est notamment l'instigateur en fait, qui a eu l'idée de créer cette association. Et je pense que c'est une très bonne idée, mais aujourd'hui, est-ce qu'on a encore suffisamment de poids face aux mastodontes des médias, des rédactions voilà, on peut se poser la question. Est-ce on a réussi à inverser la tendance ou est-ce qu'on arrive à peser sur la balance? Voilà, on peut se poser la question, mais en tout cas, c'est important de continuer à faire. C'est important de continuer à faire en sorte que cette association existe, de traiter en fait
voilà, des choses qui ne vont pas, au sein des rédactions et c'est un soutien, voilà, c'est un soutien et on existe, ouais, on est là pour dire aussi aux rédacs, bah, ouais, on est là et on n'est pas OK, en fait, avec votre façon de traiter de l'information quand il s'agit des Noirs, des Arabes, des Asiatiques et voilà. Donc concrètement, quelqu'un pose des questions sur le chat, l'association, elle fait de la veille, de la promotion du travail de ses membres, du conseil juridique, de l'écoute et de l'interpellation aussi, par des tribunes, des communiqués, que je vois souvent passer sur les réseaux. Enfin, ça, c'est ça le rôle de cette association, en fait. Oui, 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 tout à fait. Dès qu'il y a, l'idée, c'est d'alerter lorsqu'il y a eu heu, un traitement médiatique erroné, voilà, tout simplement, on alerte, on on fait aussi de la pédagogie, on va dans des écoles de journalisme pour justement, proposer des kits, anti-racisme, savoir comment parler des personnes racisées dans les médias, expliquer. Donc il y a aussi ce côté un peu pédagogie, pour former, les étudiants, pour former aussi les rédacteurs en chef, les journalistes. Donc voilà, on va dire, c'est une petite palette de couleurs où on peut intervenir sur tout plein de sujets, quoi. OK, OK. Ben je te remercie, Radija, et si tu as quelques minutes, je vais peut-être poser quelques questions, enfin te remonter quelques questions, qui ont été posées sur le chat. Alors par contre, j'ai pas les noms de forcément tous les gens qui posent les questions, mais il y a une question qui a été posée, tout à l'heure. Quelqu'un qui dit: «Au-delà du rôle essentiel d'informer, comment résoudre le dilemme horreur de la vie / je gagne ma vie en les rapportant?» Pardon, j'ai pas bien entendu. Non, pas de souci. Quelqu'un qui pose une question: «Au-delà du rôle essentiel d'informer, comment résoudre le dilemme horreur de la guerre / je gagne ma vie en les rapportant?» Alors bon, c'est vrai que pour toi, tu gagnes ta vie, c'est compliqué, mais peut-être plus Mmh. généralement, c'est vrai que sur ce contexte de journalisme de guerre, est-ce que, pour toi ou pour, certains de tes collègues qui font ce boulot-là aussi, comment est-ce qu'il y a, il y a une tension un peu entre le fait que tu assistes à des horreurs, quoi, concrètement, mais pour les documenter, avec derrière le fait d'en tirer, plus ou moins d'argent, selon les médias à qui tu arrives à vendre des sujets, et qu'il y a surtout aussi le fait, je pourrais rajouter, le fait qu'après toi tu peux, rentrer chez toi, quoi. Ce qui est pas forcément le cas, des gens en Cisjordanie, avec qui tu as pu, discuter. Comment tu arrives à résoudre un peu ce dilemme-là, justement? Mmh. Je sais pas si c'est très clair. Oui, si je comprends bien, c'est comment j'arrive un peu à m'extraire un petit peu de ce costume que j'enfile de journaliste, Oui, voilà, en reporter de guerre, et comment est-ce que j'arrive, aussi à gérer ces émotions-là quand je rentre et que je sais que mes collègues, mes confrères, mes consoeurs, mes amis là-bas sont restés là-bas, c'est ça? c'est ça, c'est ça. Bah, comment je fais jusqu'à présent? Je cherche encore en fait, hein, ça va être, voilà, des petites séances de psy, ça fait du bien d'en parler. Ça va être aussi, voilà, j'appelle aussi ça des psychologues ambulants, donc ça peut être des amis, la famille aussi qui trouve toujours les bons mots, pour m'aider, et donc ouais, j'ai cette chance-là en fait moi de me dire qu'en fait, alors au début, j'avais beaucoup de mal à quand je suis rentrée, déjà après le 7 octobre, ça a été très compliqué, mais après, ma période mai 2024, août 2024, ça a été très, très difficile parce que vraiment, comme je disais, c'était la première fois que je voyais autant de violence avec, du sang, et cetera, des enfants et tout, des personnes blessées, des enfants, qui avaient des clous dans les jambes et tout, donc ça a été très violent et là, quand je suis rentrée, ça a été très, très difficile de me réapproprier ma vie et en fait, ouais, ça va être des séances de psy, ça va être beaucoup de discussions, ça j'ai besoin de parler, j'ai besoin de dire, en fait, ouais, de raconter mes traumas et donc heu et donc voilà, en fait, on est obligé de faire ce travail-là de prise de recul dans le sens où, moi, je suis journaliste, en fait, je suis journaliste, je rapporte des faits, je suis humaine aussi, mais j'ai
je commence petit à petit à prendre conscience que quand même, je suis plutôt privilégiée par rapport à ces personnes-là. J'ai cette chance d'aller voir des psys, j'ai cette chance d'aller, je sais pas, me faire un bon resto pour, voilà, penser à autre chose, la chance de pouvoir faire mon footing dehors, ce qui n'est pas le cas en Cisjordanie occupée. Enfin, je crois que dans certaines villes, tu peux même pas courir dehors ou faire ton footing, pour faire un peu de sport parce qu'il y a des incursions de l'armée israélienne, c'est dangereux, ça tire à balles réelles. Donc, en fait, j'essaie de regarder le côté positif que moi j'ai, et que je n'ai pas choisi en quelque sorte. Voilà, je suis née comme ça, je suis née en France, Mmh. j'ai la chance de faire des études en France. Je suis privilégiée en fait et donc c'est de se dire que, bah, ce côté positif que j'ai, il faut que je puisse aussi l'absorber et que je puisse, le garder en fait. C'est précieux parce que et même pour les Palestiniens, c'est important que je puisse être en état moral, en état enfin psychologique, de pouvoir parfaitement raconter leur vie, être forte aussi, psychologiquement pour continuer à faire ce travail-là. Parce qu'en fait, si je m'effondre à chaque fois que je rentre, je vais jamais m'en sortir. Je Mmh. vais pas pouvoir continuer je vais pas tenir sur le long terme et c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui va me demander peut-être plusieurs années de travail, d'investigation, d'écoute, de recherche, voilà, je sais que je vais encore, voir des horreurs. Donc si je veux m'en sortir, il faut que je puisse être moi bien avec moi-même pour que je puisse faire mon travail correctement et d'un côté, ça aide aussi les Palestiniens parce que s'ils se trouvent face à quelqu'un qui est complètement, déprimé, quelqu'un qui arrête pas de pleurer, quelqu'un qui arrive pas à relever la tête, en fait, même les Palestiniens, ils aiment pas trop ça. Ils aiment pas qu'on les plaigne. Ils aiment pas les gens qui pleurent devant eux. Ils ont quand même cette fierté où, tu vois, ils me disent, je me rappelle la dernière fois, j'avais vu des enfants blessés à l'hôpital, parce qu'ils avaient été blessés par balle. L'armée israélienne avait tiré à balles réelles et ils se sont pris des balles, en fait, au bras, dans les jambes et cetera et c'était mon dernier reportage, je me souviens, en août 2024 et en fait, j'avais tenu pendant 3 mois mais là, c'était trop. C'était trop, du coup, je me suis effondrée et j'arrivais plus à contenir mes larmes et en fait, la famille, elle me demandait elle comprenait, du coup, elle avait les larmes aux yeux, mais elle me demandait de ne pas pleurer, en fait, de garder, en fait, ces émotions-là parce que ça aide pas finalement, ça aide pas et je m'en rends bien compte. Même les réfugiés de Gaza, ils me le disent, «On n'aime pas les larmes, on a besoin de personnes, voilà, quand même, assez robustes qui nous soutiennent, mais il faut pas pleurer, il faut continuer à être fort. Voilà, donc je fais cet effort-là aussi pour eux et c'est aussi grâce à eux finalement. En fait, même les Palestiniens ont été, d'un côté d'une certaine manière, des psychologues, qui m'aident à gérer mes émotions, qui et puis j'apprends beaucoup d'eux aussi. Voilà, quand ils me racontent tout ce qu'ils ont traversé, tout ce qu'ils vivent en ce moment, comment ne pas être, comment ne pas rester forte quand je vois que eux sont forts alors qu'ils vivent des choses, atroces quoi. Moi je vis pas c'est pas ma vie en fait finalement. Donc j'ai réussi un peu Ouais. à dissocier, ce côté je suis reporter, en zone de guerre, mais à côté je suis Khadija et j'ai aussi un peu ma vie, j'ai mes amis, j'ai ma famille et voilà, tout simplement. Tout simplement faire ce travail-là et c'est pas évident, je le fais pas comme ça prend du temps. Je sais que quand je vais repartir et que je vais revenir, ça va être compliqué. Mais voilà, je me force à faire ce travail-là. C'est vital, c'est vital. J'imagine, j'imagine. Il y a une question, peut-être, dernière question, du chat là que je peux te remonter. Il y a Déméter tout à l'heure qui posait la question quand tu parlais de ta formation avec l'armée, qui dit: «Lors de votre formation» oula, j'ai plus d'image. Ah c'est bon, c'est bon. Lors de votre formation avec l'armée française, avez-vous eu des remarques officieuses de leur part vous concernant? Ou ont-ils néanmoins essayé de ne pas trop l'ouvrir? L'armée française, quand j'ai fait mon stage au SNEC, Quand tu avais ton stage, ouais. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est bien passé pour toi? Est-ce que tu as eu des remarques ou est-ce qu'ils réfléchissent pas forcément, enfin, ils veulent pas savoir où tu vas, quoi, c'est pas non, non, ah si, si, ils savent, on se présente, hein, ils savent, OK. parce qu'on a un dossier à déposer en amont, pourquoi est-ce qu'on veut faire ce stage? Il faut quand même justifier qu'on a été, en zone de guerre et qu'on va y retourner, quoi. Donc ils savent très bien à qui ils ont affaire. Donc ça, c'est non, ça, c'est très
bien passé. C'est quand même un stage plutôt violent, hein, sur une semaine et pour des raisons de confidentialité, je ne suis pas autorisée à dévoiler, en fait, quelles sont, comment ça se passe, en fait, Ouais, les actions qui y sont menées et les exercices, voilà, les exercices qui sont menés parce ouais, que bien sûr. peut-être que d'autres journalistes vont y aller et comme ça, ils auront un peu la surprise. Mais OK. c'est voilà, ce sont des exercices très violents, et en fait, il y a pas eu de remarques particulières ou quoi que ce soit, mais en fait, on est aussi, il faut intervenir des reporters qui ont été dans des zones de guerre ou des ex-otages, par exemple, des reporters qui ont été pris en otage en Irak, à l'époque, en Ouais, Afghanistan, ce genre de choses et en fait, on sent que quand même, tout ça, c'est aussi un peu mis en place pour pas qu'on aille trop non plus dans des endroits craignos parce qu'ils ont un peu enfin, ce que j'ai compris moi, c'est que le message, c'est on aura un peu la flemme aussi d'aller vous récupérer. Ça demande un gros ouais, travail, hein, quand, un journaliste est pris en otage. Ça demande un lourd travail, de longue haleine. Ça prend du temps pour faire sortir le journaliste. Donc, ça prend des années, hein. voilà, faites votre travail, mais en même temps, ouais, ça prend des années. Donc, évitez aussi d'aller dans des endroits où vous savez que vous risquez une prise d'otage, quoi. Donc Ouais, c'était un peu ça le message et c'est tout à leur honneur, ça se comprend parfaitement. De toute bah, façon, bien enfin, on sûr, est journaliste, c'est pas pour être pris en otage, hein. On n'a pas c'est envie, nous clair. aussi. Mais voilà, ça faisait un peu flipper tous ces témoignages, beaucoup d'émotions. Donc en fait, après oui, en fait, je pense que ce stage est mis en place, c'est d'une certaine manière pour nous permettre de réfléchir à 2 fois, à notre séjour, à des séjours en fait en zone de guerre. OK. Peut-être, allez, toute dernière question, pardon, et après Pas de souci. je ne te prends pas plus de temps, mais c'est super intéressant. Tu pars en juin prochain en Cisjordanie. Est-ce que tu sais déjà, peut-être où tu peux dire ou pas dire, ce sur quoi tu sais que tu vas travailler? Ou est-ce que tu y vas, comme ça, un peu comme tu y allais l'année dernière en disant, «Faut que j'y aille et je verrai bien»? Du coup, bah, je vais, ouais, il y a des zones que je suis un peu plus que d'autres et ça, je vous laisse voir un petit peu mon travail, si vous tapez Khadija Toufik sur Google et Jinkyo, vous allez voir, toutes mes productions. Donc, évidemment, il y a Jenin que je suis, particulièrement. Naplouse aussi, donc ça, je vais continuer à aller dans les camps de réfugiés. Et voilà, je vous laisserai découvrir un petit peu mes prochaines productions. Pour l'instant, je préfère pas en dire plus. Je verrai bien ce Ça qui va se marche, pas de souci. passer sur le terrain. Mais voilà, il y a effectivement il y a des zones que je suis un peu plus que d'autres et voilà. Et je pensais faire cette fois des villes que j'ai pas forcément faites dans le passé, style Toul-Carem aussi, il se passe beaucoup de choses. Hébron, heu j'ai jamais vu Hébron parce que voilà, faute de temps, hein, 3 mois, c'est rien du tout. Et peut-être, voilà, faire un petit saut quand même à Massa Fariata. Il se passe beaucoup de choses OK. et évidemment, je retournerai aussi, sur le territoire israélien pour voir aussi comment ça se passe de leur côté. Parce que comme, ce qu'on a pu lire hier, Israël, a mis en place un projet de conquête de Gaza. Donc effectivement, la situation humanitaire, va se dégrader de plus en plus. Déjà qu'il y en a pas en fait, il y a plus d'humanité là-bas, mais alors là, c'est même pas je pense que bon, c'est difficile de trouver des mots, hein, pour qualifier ce qui va se passer. Et ce qu'il faut pas aussi oublier, c'est qu'en fait, il y a aussi les otages israéliens qui sont là-bas et en fait, les familles d'otages, elles sont aussi tout aussi, scandalisées et effrayées par, cette idée de projet de conquête, à Gaza. Donc je pense que Bah, oui. je vais retourner les voir aussi pour voir un peu et ce qu'il faut aussi retenir, c'est que la société israélienne aujourd'hui est de plus en plus éclatée. On a affaire maintenant à des personnes qui sont anti-gouvernement, des personnes qui soutiennent même, ouvertement les Gazaouis, les Palestiniens qui vont tout le temps, en manif avec, des portraits d'enfants, de femmes, d'hommes tués à Gaza. Donc ça, c'est des choses aussi des sujets qu'on n'aborde pas forcément, mais qui sont tout aussi intéressants, d'aborder. Donc voilà, je pense que j'irai aussi voir, ces Israéliens, qui aujourd'hui, dont certains me disent: «Voilà, moi je suis sortie de la propagande et aujourd'hui je vois clair dans ce qui se passe».